Salut les amateurs de trail, ici Richard Turgeon et bienvenue au podcast Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leurs barres Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo Pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode 22. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Richard Turgeon. Salut Richard. Hey, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, j'ai juste ouvert ma canette de bière. Là. Moi aussi, allons. D'habitude, je fais une intro, puis après ça, on genre de notre bière. Mais là, maintenant que tu amènes le sujet, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, Richard? Écoute, je bois une IPA qui vient de Tadoussac et qui s'appelle la Traverse. Ça vient d'un calendrier de l'Avent avec des bières de micro d'un peu partout. Puis, fait que j'ai des surprises à chaque fois parce que c'est des bières de petits volumes là, qu'on ne retrouve pas partout. Fait que c'est un calendrier de l'Avent pour le Noël de l'an prochain. Mais là, on en a comme non, 365. j'ai pas assez bu avant Noël. Là. Ça aurait été un peu alcoolo de suivre ce calendrier-là avec tout le reste. Ben oui. Fait que je l'ai étiré un petit peu. Très cool. Moi, j'ai une West Coast IPA de Gatineau, de la microbrasserie, de la brasserie artisanale Gallicus de Gatineau. Fait que je suis allé local parce que tu es de Gatineau. Puis j'en profite pour remercier la gang de la boutique Cheers à Montréal qui m'ont fourni plein de bières pour mes épisodes. Donc, ceux qui ne connaissent pas les boutiques Cheers, c'est pour les gens de Montréal. C'est un dépanneur à bière avec une sélection gigantesque de bières de micro québécoises. Mais en plus, ils livrent chez vous quand vous commandez avant 16 heures. Donc, checkez ça, les gens de Montréal. Boutique Cheers. Je suis un peu jaloux qu'on n'ait pas ça à Québec, mais on ne sait jamais. Ben écoute, je te relance parce que la mienne, elle vient de chez Le Décapsuleur, qui est une boutique de bière de micro aussi à Montréal. Là. Yes! On fait des plugs. On a des bonnes connexions. Exactement, bon. On voit nos priorités. Ouais, c'est ça. Ben, cheers, Richard. Mm-hmm. Santé. Avec Richard Turgeon, je pense que tu es bien connu dans le domaine, dans le monde du trail au Québec. Tu as un parcours. En fait, quand je me suis mis à chercher un peu ou à lire sur toi, je te le dis en intro, je ne prépare pas mes entrevues, mais je m'imprègne un peu du parcours des gens. Je vais lire là-dessus, je me remplis la tête, puis j'essaie de plugger ça à mesure qu'on jase. Mais j'ai fait OK, wow, ce gars-là a comme une bucket list de courses. J'en ai une écrite ici dans mon bureau, là, ma bucket list de trail pour les 20 prochaines années. J'ai l'impression que ton parcours, c'est une bucket list. On aura l'occasion de parler de ce bel enchaînement-là. Mais je tenais quand même à plugger avant qu'on commence ton gars, Zach, parce que je te connais, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Mais je connais ton fils qui est un réalisateur à Québec. Puis il y a une couple d'années, on était sur un tournage ensemble. Moi, je travaille pour Ubisoft, il travaille pour la raffinerie. Puis on travaille beaucoup ensemble, les deux entreprises, puis beaucoup avec Zach. Puis maintenant, on jase. C'est un tournage, c'est long. Il y a des journées qui s'étirent. Puis là, tu jases. On jasait de ski de plein air. On bandait sur plein de sujets. Puis à un moment donné, je parle de trail. Puis il me dit mon père fait un peu de trail. OK. C'est qui ton père, Richard Turgeon? Je ne connais pas. À ce moment-là, je commençais en trail. Puis je savais pas été qui. Puis il me dit il commençait par Salomon. Puis il fait de l'UTMB. Puis Western Side. Je fais OK, il ne fait pas un peu de trail. Et finalement, avec le temps, j'ai su qui était Richard. Puis je t'ai connu comme ça via ton fils Zach qu'on salue. Puis je tiens à le plugger parce que on est tout près du festival de films de montagne de Banff. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des documentaires de plein air, d'aventure. Puis Zach, avec son film Far Far East, va être de la sélection officielle. Puis c'est très rare que des films québécois se rendent à la sélection officielle. Puis ça promet comme film. Donc, je tenais à le dire, les gens de Québec, les gens de Montréal, les gens de partout. Cette année, c'est en édition virtuelle. Puis c'est facile de s'inscrire. Vous avez jusqu'au 31 janvier, je pense, pour acheter votre passe et visionner les films. Au moment où cet épisode-là va sortir, vous allez avoir encore le temps. Fait que ceux qui ne connaissent pas ça ou ceux qui ont oublié cette année de vous inscrire, c'est le temps de le faire.
Ouais, moi, je suis un fan de Banff. En fait, Zachary aussi, depuis qu'il est assez jeune, on va chaque année voir les lauréats du festival. Puis pour lui, de participer à ça, c'était le top du top, tu sais. Puis en plus d'y participer, d'être sélectionné puis faire la tournée mondiale, ben c'est sûr que lui, il est bien heureux. Puis son film, il est vraiment excellent, là, je le dis de façon très objective, Ben là, mais oui. je sais pas si tu l'as vu, là, toi, Non, dans je l'ai pas l'ensemble. encore vu. Là. Je l'ai vu qu'il était sur Vimeo avec un code. Mais si j'écris-tu à Zach pour avoir le code ou j'attends Band? Anyway, Ouais, je le c'est mettrai ça. avec. Non, je vais y aller Ouais, de la c'est ça. façon officielle. Je ne vais pas passer par les contacts, puis je vais le regarder comme tout le monde. Je pense que c'est dès la semaine prochaine qu'on peut regarder ça. Ouais, Fait ouais c'est ça. C'est du 20 au 30 janvier, en fait. Tu peux acheter ton billet là en ce moment, mais les films, tu as une dizaine de journées pour les visionner. Là. Donc voilà, avant de parler de Richard, on parlait de son fils, Zach, et je tenais à faire la plug parce que ceux qui ne connaissent pas le Festival de Banff, c'est toujours une belle opportunité de se donner des idées d'aventure ou de s'inspirer ou de se craquer pour se lancer dans des patentes. Puis je pense qu'on est bon, les coureurs d'ultra, pour se lancer dans des aventures pas possibles. Puis des fois, Ouais. on bounce sur les idées des autres et on se ramasse à faire des folies, mais je pense que Banff, c'est une bonne place pour dire oui avant de savoir ce que c'est. Là. Exact. Donc, Richard, parle-moi un peu de toi pour les gens qui te connaîtraient un peu moins ou pour ceux qui te connaissent mais qui ne savent pas tout. Parle-moi de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à la course, à la trail, à la physiothérapie? Parle-moi de C'est ça. ça. Ben, moi, j'ai le vénérable âge de 55 ans là, pour mettre les choses un petit peu en perspective. Là. J'ai toujours été assez actif. Là. J'ai fait ben, du sport. J'ai jamais été bon, vraiment bon dans rien, mais je suis vraiment excellent dans rien, mais tu sais, je suis un bon généraliste. Là. J'ai fait, mais la course à pied, ça a toujours été peut-être le sport de base que j'ai fait depuis longtemps. Là. Je me rappelle au secondaire, je participais au cross-country scolaire. Là, puis j'étais dans le club de course à pied de mon école. Mais fait que j'ai fait une couple de marathons sur route. Après ça, j'ai fait des triathlons, j'ai fait deux Ironman. J'ai toujours trippé plein air aussi. Là, fait que j'ai fait bien des voyages en vélo pendant plusieurs mois là, en Europe, en Amérique latine, tout ça. Puis la trail, j'ai découvert ça dans un voyage en Europe, justement avec Zach puis mes autres enfants. Genre de 3 garçons, moi puis ma blonde. Puis on est allé à Chamonix pendant la semaine de l'UTMB. J'avais aucune idée c'était quoi l'UTMB. Je ne connaissais pas ce milieu-là, tu sais, même si j'étais sportif. Puis là, on arrive à Chamonix, puis écoute, c'était folie furieuse là-bas. Là. L'UTMB, c'est la course mondiale là, en termes de grosseur, là, puis qui attire les regards, puis les articles, les films là-dessus, tout ça. Là, j'ai comme capoté. Tu sais, j'ai eu un coup de foot bien raide, puis je me suis dit, il faut que je fasse ça un jour. Fait que ça, c'était en 2011, je pense. OK, ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais, même si je faisais de la course et toutes sortes d'affaires avant. Le milieu du trail, c'était un milieu que j'étais connu. J'ai lu Born to Run dans ces années-là, là, qui est comme la Bible, là, que je pense que tout le monde a lu. Puis là, j'ai commencé à courir, puis je me suis inscrit à Arikana avec mon chum Fred ici, qui a pogné la même piqûre que moi à peu près en même temps. Puis on a fait Arikana en 2000. Là, à peu près 2012-2013, de 65 km, puis on était claqués solides à la fin. Là, on avait de la misère à marcher le lendemain. Là, on faisait pitié. On a arrêté sa route en revenant vers l'Outaouais pour mettre de l'essence, puis on marchait comme des robots autour de l'auto. C'était ridicule. Puis de fil en aiguille, c'est ça. Là, j'ai fini par faire l'UTMB en 2016 puis en 2017. Puis, comme tu disais tantôt, la bucket list est longue. Là. C'est des belles courses, il y en a plein. Puis, j'ai fait l'UTMB 2 fois, des fois, je me dis, faire 2 fois la même quand tu peux en faire une différente. Pourquoi pas? Mais c'était un peu un concours de circonstances, là, mais j'adore ce milieu-là. J'adore le monde du trail. Là. Je trouve que c'est très du vrai monde. Là, c'est pas chichi. On prend une bière après, on jase. L'athlète d'élite puis le débutant, tout le monde se parle. J'aime vraiment ça. J'aime les montagnes aussi. J'aime les grands espaces. J'aime voyager. Ça rejoint un peu tout ça là, de faire du trail. Ah oui, je pense que les gens qui font du trail, qui ont eu la piqûre, c'est pour l'ensemble de l'œuvre. C'est pas tant pour seulement la course, seulement la montagne. C'est la cohésion de tout ça, ou le mix de tout ça, c'est la communauté. Puis c'est ça que j'ai voulu un peu créer avec le balado, une espèce d'espace de communication, mais qui est exactement dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'on prend une bière puis on jase. Mais je pense que c'est ça que les gens retiennent du trail, puis c'est ça qui fait que les gens restent aussi. C'est la communauté et la course. Effectivement, puis tu sais, il y a plusieurs courses que je t'ai dit que quand tu finis, qu'est-ce qui te servent? Une bière. Ben voilà. C'est vraiment un élément rassembleur. Oui, puis ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine passée avec Isabelle Morin, nutritionniste, on en a jasé. On a parlé de toute la discipline pré-course à l'entraînement pendant la course. Mais
la nutrition post-course, c'est du gras et de la bière. Je pense on peut se le permettre après quelques centaines de kilomètres. On brûle quand même pas mal de calories. Ben oui, tu parlais de justement ta liste de courses, puis je tiens à le dire d'entrée de jeu, puis je tiens à le mentionner. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail des podiums, des temps que tu as fait, parce que tu es vraiment impressionnant comme coureur, mais juste la liste, gang, écoutez ça, vous allez capoter. Western States, UTMB 2 fois, la TDS, qui est une course de l'UTMB, le marathon du Mont-Blanc, GFK 50 Mile, qui était, je pense, c'est le plus vieux 50 miler aux États-Unis. Oui, effectivement. Le deuxième plus vieil ultramarathon, je pense, après Western State, ou même il est plus vieux que Western State, mais je pense que oui. C'est les deux plus vieilles courses de trail point. En fait, ça date de l'époque de JF Kennedy, qui était président des années 60. Là. Exact. Je pense que JFK, c'est le premier 50 miler, puis Western State, c'est le premier 100 miles. Mais bref, les deux sont sur ta liste. Même si Arzinal, j'en ai parlé avec Maud Mathis, qui est une référence, une course référence en Europe. Moab 240. Fait que, c'est vraiment une belle liste de courses. Puis je vais vouloir qu'on jase un peu de ça. De voyager pour courir, je pense que tu l'as fait beaucoup. Est-ce que c'est de quoi qui est important pour toi de dire je fixe une course, mais je joins ça à un voyage ou à une expérience? Ben, tout à fait. Là, j'aime ça voyager. Mais je dois te dire là, que mettons, depuis une année ou deux, voyager d'un point de vue environnemental, c'est pas la meilleure affaire, prendre l'avion. Puis c'est dommage parce qu'avant, je n'étais pas conscient de tout ça, fait que c'était cool. Mm-hmm. À ce temps que j'en suis conscient, bon là, ça donne que c'est la pandémie, puis on ne peut pas voyager, ça règle le problème, mais ça reste que ça, je pense que désormais, ça va faire partie un peu de mes critères quand je choisis d'aller faire une course à l'extérieur. Mais j'ai quand même une bonne excuse parce que ma petite sœur habite en Suisse. Fait que ça a fait en sorte que j'étais allé souvent voir ma sœur, il faut bien. Puis on a fait des voyages familiaux avec mes parents. Puis souvent, j'ai greffé ça avec des courses. C'est pour ça que j'ai fait Sierzinal, qui était à peu près à 45 minutes de chez ma sœur. Puis l'UTMB, Chamonix, c'était à moins d'1 heure. Fait que c'est comme une belle manière de voyager, faire un truc familial. Là. Mais, je ne sais pas si tu as lu sur Xavier Thévenard, mais c'est un gars qui a voyagé plein, puis désormais, lui-ci, là, il a mis ça en priorité. Puis il y a beaucoup de coureurs qui sont sensibles à cause de l'environnement. Là. Puis, je dis, c'est une réalité. Là. Oui. Moi, exemple, là, je fais du vélo à tous les jours pour aller travailler parce que j'aime ça, entre autres. Mais je fais ça 12 mois par année, là, mais en prenant l'avion une fois pour aller en Europe, je viens d'annihiler d'une shot tout le CO2 que je n'ai pas produit en prenant pas mon auto. Fait que c'est ça. Exact. C'est un sujet qu'on a entendu beaucoup dans les derniers temps. Kylian s'est positionné là-dessus en disant je vais essayer de moins voyager. Kylian, c'est un gars qui a certaines années faisait 18 courses dans 18 pays différents. Il était sur tous les continents. Hein. Exact. Puis Xavier Thévenard, il y a quelques semaines, quand il a annoncé qu'il rejoignait l'équipe de On Running, il s'est aussi engagé à plus jamais prendre l'avion. Puis là, les gens disaient ouais, mais ta revanche à Hard Rock, parce qu'il a fait Hard Rock, il a fait une 3e place derrière Kylian. Il y a eu la Hard Rock 2018 où il aurait gagné si c'était pas qu'il avait bu de l'eau quand il a croisé sa blonde quelque part sur le parcours. Il a été disqualifié à 20 minutes de l'arrivée. Ça, c'est un jour je reçois Xavier, peut-être qu'on pourra jaser de ça, mais il avait 3 heures d'avance puis il a été disqualifié à 20 minutes, à 20 km de la fin. Bref, c'était prévu cette année, la grosse Hard Rock en 2020, maintenant 2021, de François Den, Xavier Thévenard, Kylian, tout le monde était là. Puis c'était l'histoire justement de Xavier, puis il a dit non, moi, je ne prends plus l'avion, ça veut dire que je n'irai plus faire Hard Rock. Quand même, pour un gars de cette stature-là, de dire ça, il faut que tu aies des convictions assez solides. Oui, puis je pense que c'est un statement fort qui peut inspirer puis qui nous amène là en parler. Puis tout à fait. Les quelques centaines de personnes, milliers de personnes qui vont écouter le balado vont en entendre parler. Puis il y a ça qui se passe en ce moment, je pense, de réfléchir. Ça ne veut pas dire arrêtez de voyager, faites plus rien. Ça veut dire réfléchissons. Parce que c'était pour faire 2 voyages dans la même année, peut-être les joindre puis. Il y a des coureurs, si on parle de trail à proprement dit, qui vont à Chamonix 2-3 fois dans l'année pour 2-3 courses. Mais si tu pars à chaque fois de Los Angeles ou de Boulder au Colorado, peu importe, pense-y que le nombre d'allers-retours, c'est beaucoup de CO2. Hein? Oui, tout à fait. Fait que revenons à la course. J'ai listé une belle liste d'épiceries de courses, mais comment ce build-up-là s'est fait? Tu dis que tu as commencé la course avec le 65 Arikana. Tu avais quand même un background d'endurance, de ce que je comprends, avec tes voyages de vélo et tout. Tu avais un bon cardio, un bon fond d'endurance. Oui, faire des activités aller faire des longues randonnées dans les Adirondacks, j'ai fait ça souvent, des voyages à vélo. Là, fait que
suis pas un gars super vite, mais je suis quand même assez endurant. Fait que c'est sûr que pour les ultras, c'est bien pratique. Mais encore là, comme après avoir fait Arikana, je suis allé faire le GFK, qui est une course relativement plane. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais à chaque fois que j'ai fait plus long, ben, j'étais vraiment. Mon corps n'était pas adapté. À un moment donné, c'est une question d'adaptation. Ben oui. Quand tu le sais aussi, quand tu es rendu que si tu montes les échelons petit à petit, puis tu viens à faire des 100 000, ben, aller courir 50 km le samedi, ça ne devient plus aussi difficile là, sur le squelette, la musculature, etc., le mental. Ben oui. Le corps s'adapte, en fait. Ça rejoint un peu mon côté professionnel, là, mais c'est fou. C'est fou comment le corps s'adapte. C'est fascinant. Là. C'est un autre aspect que j'aime du trail, c'est d'être moi-même un genre de petit laboratoire à expérimenter des affaires. C'est ça, je l'ai dit rapidement au début, tu es physio et ostéo, fait que tu as une approche aussi, je suppose, physique et très pratico-pratique de ton expérience de trailer aussi. Puis est-ce qu'un fait de l'autre? Est-ce que, comme tu dis, tu as un petit laboratoire pour ça? Puis quand il y a le temps de parler à un client qui augmente trop vite les distances, tu peux dire, je l'ai fait. Pas une bonne idée. Ouais, écoute, je suis vraiment poche avec moi-même. Là. Je suis comme vraiment un cordonnier mal chaussé. Je pense que je suis très bon pour encadrer un athlète blessé, puis le coacher là-dedans, mais moi-même, là, je me gère pas bien. Fait que j'ai une amie qui est physio-ostéo, qui habite pas loin de chez nous, qui, elle, quand j'ai besoin de me faire évaluer, ben, elle me dit la même affaire que moi, je dirais à quelqu'un d'autre qui a la même blessure que moi, mais quand je me le fais dire par quelqu'un d'autre, ça rentre. Puis quand je me le dis moi-même, non, je suis vraiment poche. mais c'est sûr que, tu sais, dans mon bureau, ben, parce que je connais bien du monde dans le monde du ski de fond, du vélo, de la course à pied dans mon coin, ben, j'ai une clientèle quand même qui s'apparente à ça. Fait que oui, ça un fait de l'autre. Là, puis j'ai un intérêt aussi pour tout ce qui touche les blessures à la course à pied, comment gérer ça. J'ai aussi étudié en activité physique là, avant d'être physio. Fait que, j'ai un background en physiologie de l'exercice. Je fais des cours de coaching, tout ça. Fait que tout ça se combine quand même. Là. Ben non, exactement. Puis Ouais. je pense que même si tu dis que tu es cordonnier mal chaussé, ça demeure que quand tu files une blessure, quand tu files un début de bobo, tu vas être capable de te dire ouais, je vais peut-être slacker ou je vais. Pas tant que ça. Pas assez. J'aimerais ça te dire oui, là, mais bon. Par contre, je regarde ta liste qu'on parlait tantôt, je vois pas de DNF à travers ça. Est-ce que ça t'est arrivé ou c'est juste que mes sources sont mauvaises? Non, ça m'est jamais arrivé. C'est rare quand même pour. En fait, c'est pas vrai, j'ai fait des backyards. Ah, OK, donc tout le monde est DNF. Sauf si tu tout le monde est DNF sauf si tu gagnes. J'ai fait des DNF. Mais en course standard, ça t'est jamais arrivé de devoir arrêter. C'est impressionnant quand même pour la longévité dans le sport que tu as aussi. Hein? Ouais, je pense que j'ai une bonne tête de cochon, comme ma blonde elle dirait, là, mais c'est pas parce que j'ai pas de DNF que j'ai pas rushé. Là, mais non. La TDS que j'ai faite, j'ai pas mal fini ses coudes. Là, mais, ta première TDS, c'était ta plus longue distance à ce moment-là? Ouais. Puis, à l'époque, elle était plus courte. Plus courte. Elle était plus facile que la nouvelle version. Ouais, la nouvelle version, 120 km, je pense, à l'époque. Ouais. C'était 120, puis aujourd'hui, c'est pas tant plus long, mais il y a beaucoup plus de dénivelé. Mais le ratio de dénivelé, il est rendu plus grand que l'UTMB. Le nombre de D+ par kilomètre est plus grand sur la TDS. Oui, parce que la dernière fois que je suis allé à Chamonix, j'ai rencontré du monde qui ont fait la nouvelle TDS, puis ça a l'air que c'est assez costaud. Puis il y avait eu beaucoup de DNF, les cut-offs ils ont dû réévaluer leur affaire un peu, c'était plus dur que ce qu'ils pensaient. Là. Ah oui. Parle-moi de cette première TDS, tu dis que tu l'as fini un peu. Cette année-là, j'avais fait, on était parti justement faire un voyage familial, puis je pense que c'est l'année que j'avais fait la Ciazinale. Puis la TDS, c'était la plus longue du temps que je n'avais jamais faite. Puis ça part de Courmayeur, puis assez rapidement, tu montes en altitude, puis ça allait vraiment bien mes affaires. Puis après ça, peut-être au kilomètre, mettons 50, là, tu descends assez bas. Puis, tu sais, c'était début d'après-midi, tu arrives dans une petite ville en basse altitude, puis il faisait 30 degrés. Puis moi, la chaleur, je ne suis pas super bon à gérer ça. Fait que, puis là, j'étais parti trop vite. Tu es dans le départ de course, là, c'est facile. L'ambiance est là, tout le monde est de bonne humeur, tu es craqué, tu es préparé, puis tu pars. Puis j'ai mal géré mon affaire. Fait que j'ai eu des troubles avec la chaleur. Puis après ça, c'était 1500-2000 mètres à peu près à monter sans arrêt. Là.
Fait que là, j'ai une couple de fois, je me suis couché en dessous des arbres, récupéré pendant quelques minutes. Ouais, ça allait pas super bien. Puis je me rappelle qu'au kilomètre, là, mettons, je sais pas, 80-90, j'étais dans une station d'aide, puis j'étais vraiment claqué. Puis là, j'étais assis sur un banc en train de manger une soupe, puis ça ne me tentait pas tant de la manger, ça n'était pas appétissant. Puis là, au micro, les organisateurs du ravitaillement ils disent « S'il y a des gens qui veulent abandonner, le bus part pour Chamonix dans 5 minutes. » Puis là, je me suis dit « Si je pourrais m'en aller à Chamonix. » Non, j'ai pas fait tout ça pour prendre le boss, tu sais. Fait que je me suis retroussé les manches. Puis après ça, tu sais, il a fait plus frais pendant la nuit, puis ça s'est comme replacé, là, mais ça m'avait pris plus de temps que je pensais parce que je suis parti trop vite. Mais je suppose que c'est caractéristique des courses de l'UTMB de par la quantité de monde qu'il y a. Ça se peut-tu que, je veux dire, quand tu pars 300 en ligne de départ pour une course, rapidement, les places se prennent, puis il y a un point dans la course où plus personne ne dépasse, plus personne, tout le monde est comme dans sa track. Ouais. Là, tu pars 1000 personnes d'une shot. Y a-tu cet entraînement-là, cet effet de groupe-là qui t'a craqué? Tu dis 1000, je pense qu'on était 2000 au départ. Là. Ouais, c'est quand même gros. Là. Fait que, mais c'est ça, c'est de l'apprentissage. Là, dans le fond, je suis parti trop vite, puis après ça, je m'en suis rappelé que j'étais parti trop vite. Puis, dans le fond, l'année d'après, j'ai fait l'UTMB, puis l'autre année d'après, j'ai refait l'UTMB. Puis à mon deuxième UTMB, là, je me remettais d'une blessure, puis je suis parti bien lentement parce qu'en fait, en tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai eu une fracture de stress dans un genou. Puis le radiologiste, il m'avait appelé, il m'a dit « Richard, oublie ça, l'UTMB. » C'était genre 2-3 semaines avant. J'ai dit « Ben non, je peux pas oublier ça. » Il dit « C'est tes fractures dans le genou, là, tu le feras pas. » Là, fait que là, j'avais dit, écoute, je trouvais que c'était en train de s'améliorer, mon affaire. Puis j'étais capable de monter des côtes sans trop de problèmes. C'était descendre qui faisait bien trop mal. Fait que j'avais dit au médecin, j'ai dit, je vais y aller, là, je vais prendre le départ, puis je vais monter. Puis quand ça sera le temps de descendre, je vais utiliser mes pôles pour m'appuyer, puis je verrai. J'avais demandé à un de mes chums qui est en médecine sportive, j'ai dit, tu es intelligent de faire ça? Là? Comme, si je me fie à la douleur, puis ça ne marche pas, puis j'arrête. Il dit, ça a du bon sens. T'sais. Fait que j'avais pris le départ, puis à l'UTMB, le premier 5-10 km, c'était assez plat. Puis après ça, il y a la première longue montée. Là. Fait que ça allait comme correct. Mais quand ça a été le temps de descendre, là, je suis vraiment allé hyper lentement. Fait que on était 2200 coureurs. Là, puis quand tu regardes mes statistiques dans mon rang, j'ai été 1800e au début. Là. J'étais vraiment loin derrière. Puis là, après la première descente, que j'ai fait vraiment attention, j'ai utilisé mes épaules pour prendre la charge. Ça avait comme vraiment bien été. Puis là, j'ai commencé à y croire. Je disais, je vais peut-être être capable de le faire. Puis petit à petit, là, mon truc, ça s'est amélioré. Puis là, mon rang, il a remonté. Puis j'ai fait mieux qu'à mon premier UTMB. Parce que je vois ça, beaucoup 34 plus heures. Ceux qui connaissent l'UTMB, 34 heures, c'est un solide chrono. Hein. Ouais, puis l'année d'avant, j'avais fait 37,5. Fait que, c'est quand même significatif comme amélioration parce que j'étais parti plus lentement. Je disais, wow, c'est... Il y a de quoi apprendre de ça. C'est long, 100 000. Là, ça se gagne pas, 100 000, ça se gagne pas dans les premiers 20 km. Là. Ça peut se perdre, là, par exemple. Gagner ou perdre, là, je parle pas pour moi, là, mais il reste que une des affaires, c'est de gérer ton énergie. Non, c'est ça. L'affaire, d'avoir du succès là-dedans. Là. Oui, puis l'UTMB est un bon lab pour ça aussi. Quand tu regardes, à chaque année, c'est le fun de l'UTMB de le suivre aussi pour les performances élites. Puis de le suivre, c'est quasiment la seule course que tu peux suivre comme un Tour de France parce qu'il y a des caméras partout. Il y a des caméras un peu partout, effectivement. Combien de fois on voit les meilleurs coureurs du monde partir comme des fusées. On a vu Jim Wamsley exploser, puis Zach Miller exploser année après année parce que les gars partent dans le piston pendant ce temps-là. Xavier Thévenard qui avait gagné l'année où tu avais Jim puis tout le monde avait lâché. Tout le monde avait explosé. Il s'est maintenu dans le top 20 tout le long. Puis à la fin, il a continué à sa vitesse. Puis il a pris de l'avance sur tout le monde. Puis il a gagné avec un des meilleurs temps qu'il a jamais eu. Puis je trouve que c'est un bel apprentissage. Puis c'est le fun de regarder des courses comme ça. Puis pas qu'on se compare dans les chronos et dans les splits, mais juste dans l'apprentissage de se dire, lui, il a géré sa course plus intelligemment que les autres. Il ne s'est pas laissé emporter par la gang qui sont partis comme des fusées. Il les a laissés partir, puis il a espéré qu'ils plantent, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Mais tu sais, des gars comme Jim Wamsley, c'est ça, c'est soit qu'il fait une performance incroyable ou bien il finit pas, tu sais. Il prend des risques, c'est ça, il prend des risques, puis ça donne ce que ça donne. Mais quand il réussit, il torche, tu sais. Ah, c'est ça. J'en parlais avec Anne Champagne à l'épisode.
où je l'ai reçue, puis je la comparais. Je disais, t'es la Jim Wembley du Québec. Anne, c'est un peu ça aussi. Elle a un peu cette approche-là aussi quand elle court. Ah ouais, puis c'est super honorable comme approche. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts dans les types de stratégies, mais elle aussi, c'est all-in ou all-out. Puis quand ça va, ben, elle fracasse le record du parcours, puis elle finit dans le top 5 au scratch devant tous les hommes. Puis quand ça va moins bien, mais c'est une stratégie comme une autre. Tout à fait. Et qu'après ça, après avoir fait TDS, 2 UTMB, là, tu t'es lancé dans, comment ils disent, le 200 miles is the new 100 miles. Exactement, ça. On entend ça de plus en plus, hein? Ouais. Ben, en fait, cette citation-là, je ne sais pas si ça vient de Candice, là, qui organise les 200 000 dans l'Ouest, là, mais ouais, ça ressort souvent. Ben, écoute, c'est fou comment tu regardes, mettons, dans les 10 dernières années, l'évolution du trail au Québec et sa planète. Il y a de plus en plus de courses. Les distances se rallongent, comme ça devient. Il y a tout le temps quelqu'un qui a une idée. Hey, on va faire quelque chose d'encore plus tough, tu sais. Puis qui dit nous autres, on embarque là-dedans. Là. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a du monde. C'est pas juste que l'idée est là, c'est qu'il y a des Richard Turgeon et d'autres qui font. Bonne idée, ça, on va l'essayer. Je vais l'essayer, pourquoi pas, tu sais. Puis toi, en plus, tu t'es dit, il y a des nouveaux 200 miles au stage, je vais aller choisir le plus brutal des trois, le plus long. Je te dirais qu'on a une belle petite gang dans l'Outaouais, qu'on se craint qu'un l'autre. Fait que ça, on a une belle dynamique, une belle chimie. Fait que c'est sûr qu'on s'excite facilement à pas grand-chose. Puis cette excitation-là, quand on s'en parle, elle se multiplie, tu sais. Fait que quand on est allé à Moab, on était 4 chums d'ici, tu sais. Fait qu'on s'est préparés ensemble, puis on a fait le voyage ensemble. C'était super. Tu sais, écoute, je te recommande fortement d'aller courir là-bas, là, soit faire le Moab 240. Il y a d'autres courses là, dans ce type de terrain-là, mais c'est exceptionnel. Moi, je ne connaissais pas ce parti-là de l'Ouest avant d'y aller, là, mais je retournerai là demain matin. Tu sais. C'est pas le coin le plus touristique, je pense, où les gens ont tendance à aller, mais quand tu m'as regardé les courses de trail, tu sais, l'Utah, ce coin-là, tu sais, tout le nord-ouest, même jusqu'en Utah, au Nevada, tu as vraiment des courses, je pense, qui permettent de voyager. Puis je pense que tu peux me le dire, tu en as fait beaucoup de courses avec ça, des fois de s'inscrire à une course, de se mettre un dossard, de permettre de découvrir des endroits qu'on ne serait jamais allé. Tu serais-tu allé à Moab sans cette course-là? Tu sais, comme à Salt Lake City, en Utah, il y a un 100 000. Le nom m'échappe, là, mais ça fait partie du... comment qu'elle s'appelle, la course? En tout cas, c'est un 100 000 qui a lieu en septembre. Là. Okay. Puis les gens que je connais qui sont allés, ils m'ont dit que c'est vraiment très, très semblable à l'UTMB en termes de parcours, de difficulté, Ouais. Fait que, tu sais, l'Utah, en fait, c'est hyper spectaculaire parce que quand on est allé, moi puis Benoît Letourneau, on était arrivés par Denver en avion, puis on s'était loin un petit camper puis, pour se rendre à Moab. Fait qu'on a traversé des parcs nationaux, tu sais, c'était des arches, là, des grosses arches de pierre orange. Là, c'est spectaculaire au bout. Là. La course superbe là, de Denver. Vous avez fait Denver jusqu'à Moab? Ouais, après, on a fait notre pèlerinage, on est allé à Silverton. Ah ouais, ben oui. C'était la Hard Rock. C'est drôle parce que quand on est rentré dans Silverton, qui est un petit village très cow-boy, là, on cherchait la roche, tu sais, puis on l'a trouvé de suite. Oui, il y avait dans un parc, je pense, dans le reste de l'année, c'est ça? Oui, c'est parce que la course à lui, ils mettent la roche sur la rue principale, mais tu sais, c'est une rue principale avec des rues transversales. Là, c'est pas grand, là, il y a, je sais pas, 2000 habitants. Fait que là, on était sur la rue principale, puis on regardait les rues à gauche, à droite, puis on est paf, à gauche, s'il y avait la roche. Fait qu'on était là voir, on s'est pris en photo. On ne l'a pas embrassé parce qu'on ne voulait pas se jinxer, là, tu sais. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr que la Hard Rock, on parlait de bucket list tantôt, ça c'est pas mal en haut de ma liste. Là. Ceux qui connaissent moins, qui nous écoutent, on parle beaucoup quand on parle des gros ultras dans le monde aux États-Unis, Western revient beaucoup, mais je pense dans les puristes du trail, puis dans le monde du trail, tous ceux qui ont fait Hard Rock le disent, je veux dire, tu regardes les chronos des gagnants, tu regardes les chronos du mid-pack, c'est le même profil que l'UTMB puis la Diagonale des Fous, puis ça se gagne en des fois 28 heures. C'est une course... c'est le même profil, mais c'est 1000 mètres plus haut. C'est ça se passe en altitude tout le long. C'est dans les 14ers qu'ils appellent les montagnes de plus de 14 000 pieds, mais Hard Rock, ceux qui connaissent moins, allez taper ça sur YouTube. Si vous pensez que vous connaissez le trail puis vous ne connaissez pas Hard Rock, allez écouter ça. Si vous allez tomber en amour, je pense. C'est une course épique. Là. Ça semble un rêve. Toi, est-ce que ton nom est dans le chapeau année après année? Ouais, mais c'est bien difficile de rentrer parce que Hard Rock, ils prennent 150, juste pour les gens qui ne connaissent pas, ils prennent 150 coureurs par année. Puis de ces 150 coureurs-là, les organisateurs ont choisi d'avoir un mix de nouveaux et d'anciens. Fait qu'il y a 3 groupes de 50. Puis il y a seulement un groupe de 50, c'est des nouveaux qui ne l'ont jamais fait. L'autre groupe, c'est des gens qui l'ont fait 5 fois et plus. Puis l'autre groupe, c'est entre 1 et 5. Fait que le groupe qui ne l'ont jamais fait, évidemment, il y a genre 1500, 2000 personnes qui appliquent, puis il y a juste 50 places.
Fait que moi, j'ai appliqué 3 fois. Puis là, l'autre affaire, c'est que ça a été annulé cette année à cause du COVID. Puis l'année précédente, ça a été annulé à cause de la neige. Ah oui. Alors, 2 années qui n'ont pas lieu, fait que ça ralentit le processus. Parce que rentrer là, ça peut prendre 6, 7, 8, 9 ans. Là. C'est encore plus dur que rentrer à Western States. Non, c'est ça. Puis ça semble être une course exceptionnelle parce que tu es vraiment profond. Tu sais, c'est le sud du Colorado. C'est des villes minières. Tu parlais de Silverton, mais tu sais, Telluride, puis les quelques checkpoints, il y a comme 4 villes, puis le reste du temps, tu es dans le bois, dans les montagnes. Puis ces villes-là, c'est des anciennes villes minières de quelques centaines, quelques milliers d'habitants. Puis je pense qu'il y a un côté très backcountry à la Hard Rock, même si elle est prestigieuse, même si elle est connue. Ils ont réussi à conserver ce que des courses peut-être comme Leadville ou Western ont peut-être un peu perdu. Western le garde encore, l'espèce de côté backcountry, je pense. Tu pourras m'en parler, tu étais sur place. Mais tu sais, Leadville, à un moment donné, ont été rachetés par une grosse compagnie. C'est devenu beaucoup plus commercialisé. Là. Ils ont des courses à toi fin de semaine. Tu as des volets, vélos de montagne, tu as différentes distances, tu as un paquet de Hard Rock sont comme demeurés ce qu'ils sont. Fidèles on est 150 coureurs. Personne là-dedans gagne sa vie avec Hard Rock. C'est tous des gens qui organisent ça une fois par année ou une fois par 3 ans, comme dans ce cas-ci. Mais quand ça a lieu, ben, c'est comme la mecque du trail qui est là. Puis je pense même que c'est connu que quand tu vas faire du bénévolat, tu sais, année après année, les coureurs qui veulent y aller, ceux qui ne sont pas loin, ils vont faire le crew, ils vont faire du bénévolat là-bas. Oui, parce qu'une des manières d'accélérer le processus d'être sélectionné, c'est que si tu y vas comme bénévole officiellement, c'est comme une année, tu as un billet de plus dans le chapeau quand ils font la pige. Mais les aid stations sont remplis de bénévoles qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, puis tout le monde y retourne. Il y a vraiment une culture autour de cette course-là. Là. Ils disent que c'est plus difficile réussir à être dans les équipes de bénévolat au ravito que faire la course parce qu'il y a des listes d'attente pour être bénévole aussi. Il y a un film de Salomon là, qui dure une dizaine de minutes sur cette course-là, puis il parle d'une station d'aide en particulier qui est en altitude, puis le gars, il a les yeux pleins d'eau quand il parle de ça. Il dit, moi, je l'ai fait 10 fois, puis il dit, ça fait 10 ans que je suis bénévole, puis il dit, le Hard Rock, c'est ma vie. Il y en a qui prennent ça à cœur au bout. Là. Je pense que c'est le gars qui donne des shots de tequila. C'est ça. Tous les coureurs qui passent, c'est la partie, je pense, la plus en altitude. Kylian, il l'a pris, là, son petit shot d'un drink là, qui est super fort. Là. Ça fait partie de la culture de cette course-là. Là. Fait que si on revient un peu en arrière, ce pèlerinage trail, c'était comme incontournable de passer, faire un détour par Silverton pour aller jusqu'à Moab. Ben, c'était sa route. C'était sa route directe. Oui, ben en fait, on avait choisi, on voulait s'acclimater en altitude, fait que on avait prévu une coupe de places où on pouvait monter en voiture jusqu'à 2500-3000 mètres puis passer la nuit. Là. Fait que Silverton, c'était sur notre chemin. Là. Ça valait la peine. Ah oui. Moab, est-ce que c'est pas mal en altitude? Ben non, c'est pas que Moab est en altitude, mais c'est un parcours qui est pour 240 000, il y a 10 000 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas tant que ça là, en termes de concentration. Fait que c'est relativement plat dans le désert, dans des canyons, mais il y a 2 chaînes de montagnes à traverser. Puis la deuxième chaîne, il y a un passage à 3 000 mètres. Okay. Qui finalement a été modifié parce qu'il y avait trop de neige. On a passé un petit peu plus bas, là, mais on avait choisi de faire ça pour le trip aussi, là, mais pour s'acclimater un peu. Là. L'acclimatation à l'altitude, en fait, c'est un autre domaine. Là. C'est sûr que l'idéal, ça serait d'aller passer un mois là-bas avant, là, si tu veux, mais bon, on ne vit pas là-bas, fait que c'est un peu compliqué. Là. Non, mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger aussi comme coureur. Même si on est des coureurs ici, on parle à des coureurs de haut niveau et tout, quand tu t'en vas faire un Leadville ou un Hard Rock, il y a cet aspect-là qui peut complètement changer ton expérience de course parce que, comme tu dis, il y a plein de théories où il y a des gens qui s'acclimatent plus longtemps, mais il paraît que c'est aussi très bon d'arriver la veille puis pas t'acclimater du tout. Mais l'entre-deux, il n'est pas idéal. Arriver une semaine avant, maintenant, c'est pas idéal. Mais ça demeure que quand c'est des courses comme ça en haute altitude, c'est pas à négliger parce que il y a la nutrition, il y a l'entraînement, mais ces courses-là, on n'a pas ça au Québec, ce facteur-là, ce volet-là qu'il faut réfléchir, de se dire... Oui, tout à fait. Puis, c'est sûr. Puis, il y a des gens qui s'acclimatent plus facilement que d'autres aussi, mais il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Puis ça fait partie de la vie. Là. Non, c'est ça. Fait que Moab, comment ça s'est passé, ce premier? Toi, jusque-là, tu avais fait des 100 miles, là, tu t'en vas dans un 240 mètres. Ouais, c'est quand même long, hein? Ouais. Ben là, la grosse affaire, c'est que là, il faut que tu gères le sommeil. Ce que tu as plus ou moins à faire sur un 100 mètres, là, un peu, mais pas tant. Mais là, tu cours pendant 3 jours, fait que c'est sûr que tu ne peux pas passer ça sans dormir, à part ce qui s'appelle le Courtney Dauwalter, qui, elle avait dormi, je pense, 3 minutes l'année d'avant pour le gagner. Là. Ouais. Ridiculement pas beaucoup.
On se rappelle aussi que suite à ça, il y a eu des excellentes discussions sur ses hallucinations aussi. Oui. Elle a fait déjà son top 5 des ses meilleures hallucinations. C'était assez rigolo à lire. Là. Mais écoute, c'est sûr que c'est une autre approche là, parce que tu cours vraiment longtemps. Il faut que tu gères ton sommeil. Mais ça a vraiment bien été, en fait, pour toute la gang de chums avec qui j'étais là-bas. On a tous eu une super course. Là. Mais c'est un parcours d'une beauté exceptionnelle. Là. Oui, l'UTMB aussi, c'est exceptionnel. J'ai été chanceux. Là. J'ai fait vraiment des belles courses dans ma vie à date. Mais Moab, c'est des parcours qu'on n'est pas habitué du tout. Là. C'est très, très sec, c'est très, très rocheux. Une des choses là-bas que tu ne retrouves pas ailleurs, c'est les écarts de température parce qu'il peut faire 30 le jour puis moins 10 la nuit. Là. Ce qui était, en montagne, on a couru dans la neige, il faisait moins 10 certainement. Puis le jour, ça a été une année pas si pire. Là. Il n'a pas fait une grosse canicule, mais il a fait 25-30 degrés. Là. Fait que faut que tu gères ton habillement avec tout ça, puis ta nutrition. Puis, c'est beaucoup de matériel à gérer quand tu sais que tu vas avoir cet écart-là. Là. Comme moi, j'avais pas d'équipe de sport cette fois-là. Fait que j'avais droit à des drop bags. Ouais. J'avais emprunté bien du matériel à gauche et à droite parce que dans chaque drop bag, ça me prenait un sleeping, une petite doudoune. J'avais bien du stock, là, mais ça se fait. Là. Une bonne logistique, je pense, quand tu tombes. On le sait, même ceux qui font des 50K. Je me rappelle mon premier 50K, je préparais le drop bag que j'avais, puis tu pars en voyage, tu essaies de ne pas oublier, mais plus tu augmentes les distances, les gens qui font du 100K, du 160K, c'est beaucoup de logistique. Ça fait partie, je pense, de la game, mais là, rendu à 240 miles, l'aspect logistique, il n'est plus juste secondaire, il est central. Une des affaires que j'aime de la course, c'est que je trouve que c'est un sport assez minimaliste. Tu as tes running, puis tu as toi. Là. Ça, c'est comme la base, mais souvent, avant mes courses, je prends une photo du matériel que j'ai besoin pour ma course, puis là, j'ai 3-4 paires de souliers, 2 lampes frontales avec des batteries de rechange, du linge de rechange, des paires de bas, la crème anti-friction. Nomme-les, là, c'est plus un sport minimaliste tant que ça. Là, non, c'est ça. Le minimaliste au quotidien, peut-être, dans les entraînements, mais quand tu arrives dans ces mais tu sais, le côté qu'on s'auto-transporte, on est nous autres mêmes, il y a pas, tu ne te caches pas derrière une paire de skis ou un vélo. Je ne dis pas que tu te caches quand tu fais du vélo, mais tu sais, ça reste que c'est juste toi, là. Ah, c'est toi contre la nature. C'est ton corps, c'est toi contre la nature. Tu grimpes les roches, tu passes par-dessus des bio, c'est ton corps. C'est quand même cool, ce côté-là. Mais c'est vrai que plus tu embarques là-dedans, plus tu as de bébelles et de cossins. Là, on a tous une montre GPS, on a tous. C'est ça. Là. Ah non, mais je pense que j'aime ce que tu dis de l'aspect. Qu'on est justement contre la nature, qu'on ne se cache pas derrière la technologie autre que la technologie qu'ils mettent dans nos espadrilles et dans nos lampes frontales, mais ça demeure que. J'ai l'impression que c'est un peu un retour à ce que nos ancêtres faisaient. Tu sais, quand tu regardes, moi, ce qui m'avait marqué de Born to Run aussi, c'est ce qui est le fun. Au-delà de toute la mode minimaliste qui a suivi de ce livre-là, je pense même pas que c'était l'objectif. L'objectif, c'était de montrer que le corps était fait pour courir. Que ça, nu-pied ou qu'un espadrille, on s'en fout. Il y a des modes là-dedans, puis c'est correct. Mais le livre Born to Run dit exactement ça. Exactement. Comment une fois, on se fait dire hey, ça doit être mauvais pour tes genoux. Oui, c'est sûr que si demain matin, tu n'as jamais couru et tu te lances dans un 50K, ça se peut que ça aille mal. Mais si tu progresses intelligemment, le corps humain, l'arche du pied, les articulations sont faites pour courir d'extrême distance. On va s'adapter. C'est l'histoire de l'humanité. Là. C'est ça on est le mammifère le plus endurant. Oui, exactement. Comme tu as absolument raison. Le livre Born to Run, le titre le dit. Puis dans ce livre-là, tu as des opinions d'un paquet de différents spécialistes, là, dont Daniel Lieberman, là, qui est un spécialiste de l'évolution humaine. Mais c'est ça, nos ancêtres, il n'y avait pas d'auto puis d'avion, ils se déplaçaient à pied. Non, puis j'aimais la portion quand il disait qu'il y a encore des tribus en Afrique qui chassent comme nos ancêtres chassaient, c'est-à-dire, oui, des pièges, oui, tout ça, mais dans le désert d'un grand espace, c'est plutôt de se cacher pour justement pogner ta gazelle ou peu importe. Puis il expliquait qu'on est le mammifère le plus endurant. Donc, ce que les tribus font encore, c'est courir après une antilope, mais à une distance que tu sais que sur un sprint, elle va te clencher. Mais si tu cours après pendant 30 km, ils finissent par s'affaisser puis mourir de fatigue. Et là, après ça, après 30 kilos, je veux dire, quand tu es entraîné pour ça, c'est pas tant que ça. Pogne l'antilope, ramène ça au village, puis c'était fini. Puis il explique que les méthodes de chasse étaient basées sur cette endurance-là à courir à un rythme modéré, mais très, 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 très longtemps.
Écoute, il y a un gars dans l'Outaouais ici qui organise des. Il y a une terre avec une ferme, tu sais, puis il organise des courses sur son terrain. Puis maintenant, il avait dit Hey Mike, on devrait faire une course là, on essaie d'attraper un chevreuil sur ton terrain. Puis, tu sais, dans ce principe-là, puis là, Mike était comme assez dubitatif, tu sais. Mais la clé de l'affaire, c'est que dans le désert, tu sais, faut que tu gardes le contact visuel avec ta proie parce que un coup que tu le perds, ton chevreuil, là, t'es fourré. Là. Si tu le vois pas, tu sais pas dans quelle direction aller. Tu sais. Ah, c'est clair. On l'a jamais fait, mais c'est vrai que c'est un fantasme assez intéressant. Là. On pourrait commencer avec une poule, tu sais. Déjà, non, oui. Mais il n'y a pas le festival du cochon de Sainte-Perpétue qui a la. Ouais, faut que tu pognes le cochon gluant, là, puis tu le mettes dans le baril dans le milieu. Là. Écoute, pogne 100 ultramarathoniennes, puis mets un chevreuil dans un enclos de 20 acres, puis tu vas avoir du fun. Hein. Filme ça, puis mets ça à TVA, puis on va en vendre de la pub. Là. Ils vont rigoler. Bonne idée. Non, c'est clair. Mais tu sais, je pense que dans l'ultra, il y a ce retour à cette source-là, mais il y a aussi le retour à la base. Tu sais, quand on parle d'une course, puis j'en parlais avec Isabelle Morin, l'aspect nutrition, on revient à la base. Tu sais, dans la vie, là, on l'a facile. Hein? Tu as soif, trouve le robinet. Tu as faim, tu as le garde-manger qui est plein. Ben non, tu t'en vas au dépanneur à côté. Là, dans des longs ultras, oui, il y a des ravitaux, il y a tout ça. Puis c'est encore plus vrai, je pense, pour les FKT unsupported, mais tu reviens vraiment à ta base. Tu sais, combien de fois en course, tu te dis, ah là, il faut que je mange. Ah là, il faut que je boive. Ah, je vais mettre il y a des gens qui courent avec leur montre, qui se mettent des alarmes. Sonnerie, là. Ouais. Je veux dire, on est vraiment de retour à l'essence même, c'est-à-dire se déplacer, se nourrir, puis boire, tu sais, s'hydrater. C'est ça. Puis, tu sais, dans un long ultra, là, comme tu parlais de moi, ben, rajoute dormir. T'sais, c'est comme l'autre nouvel aspect qu'il faut que tu gères parce qu'on a tous besoin de dormir. T'sais. Non, c'est ça. Ultimement, là. Ouais, puis tu sais, je veux pas. Tu l'as décrit vraiment en détail, Moab, puis je veux pas. Je pense qu'il y a d'autres histoires que j'ai envie d'aller explorer avec toi. Mais si vous écoutez ça, allez regarder sur Ravito Trail. Tapez Richard Turgeon, Ravito Trail, le blog de Distance Plus. Tu as fait un super texte sur ton expérience à Western, à Moab, puis c'est vraiment intéressant de voir. C'est le fun. Ta plume est intéressante. C'est pas un récit de course. Le texte de Moab, c'est un résumé de. C'est moi qui ai écrit l'article, mais tu sais, mes chums avec qui j'étais, on a mis ensemble nos idées. Là, OK, c'est collaboratif. En fait, je leur ai fait lire ce que j'avais écrit, puis je dis, ça vous va-tu? Puis il y a des éléments à rajouter parce qu'on a chacun eu des petits. Justement, Eric, il avait eu une hallucination. Un gros canard sur le bord de la traîne qui l'encourageait, tu sais. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie du charme des ultras, ça, je pense, sur des longs ultras comme ça. Est-ce que tu as l'ambition? Parce qu'après, tu as fait le Tour des Géants, qui est un peu dans cette lignée-là de longs ultras. Puis Martine parlait de toi, en fait. En fait, Martine, on s'est connus au Tour des Géants. Exact, la petite délégation québécoise cette année-là. Puis Maxime Simard aussi qui était là-dedans, la gang de Québécois qui sont allés affronter le Tour. Puis toi, tu l'as fait dans un temps qui te permet de faire le Tour des Glaciers. Ceux qui connaissent moins le Tour des Géants, c'est 360 km. C'est 330 km officiellement, là, parce que les chiffres sont un peu différents sur les montres. Officieusement, c'est peut-être différent. Oui, mais c'est 330 kg avec 25 000 mètres de dénivelé. Puis là, ils ont parti une nouvelle course. L'année qu'on était là, en 2019, c'était le 10e anniversaire du Tour. Fait qu'ils ont parti le Tour des Glaciers, qui est 450 km avec... c'est des chiffres qui ont l'air ridicules. 32 000 mètres de D+. Ouais, c'est ça. Puis ils prenaient 100 personnes la première année. Puis pour s'inscrire, pour participer à la pige, il fallait avoir déjà complété le Tour des Géants en moins de 130 heures. Puis il y avait un Canadien, c'était Alex Genois. Oui, le plus jeune, je pense, qui était là aussi. Écoute, Alex a fait le Tour des Géants. Il y avait en 22, 3 ans. C'est ça. Déjà, je parlais avec Maxime Simard, qui était un des plus jeunes sur la ligne de départ quand il a fait le Tour avec Martine et tout. Mais Alexandre, c'est encore plus jeune que ça. Puis il était le plus jeune aussi à faire le Tour des Glaciers. Toi, maintenant que tu as fait le Tour des Géants laisse-moi checker mes notes, 106 heures, tu es facilement sous les 130 heures. Facilement, peut-être pas. Est-ce que maintenant le Tour des Glaciers est dans ta bucket list? Ben oui, puis en fait, quand on a entendu parler du Tour des Glaciers, là, on s'inscrivait au Tour des Géants, mais nous autres, on voulait faire le Tour des Glaciers parce qu'on trouvait tant qu'à y aller, tu sais, c'est go big or go home, là, ben oui. Comme on dit. Mais on ne pouvait pas s'inscrire parce qu'il y avait des paramètres d'inscription. Fait qu'on a fait le Tour des Géants, mais c'était pas par dépit, là, c'était super le Tour des Géants. Mais c'est sûr que je veux faire le Tour des Glaciers, puis je me suis pas inscrit l'année passée parce que, bon, c'est un peu comme je te disais tantôt, là, je fais beaucoup de voyages, j'essaie de réduire. Fait que j'étais allé au Tour des Géants, je me disais, je vais me donner peut-être une autre année de répit, mais finalement, l'année passée, ça a été annulé. Fait que ça n'a pas eu lieu, mais puis là, on ne sait pas en 2021 qu'est-ce qui va devenir du course-là, mais oui, c'est sûr que.
Puis là, ben, tu sais, mes amis avec qui je fais de la course ici, on est tous qualifiés, on l'a tous fait en bas de 130 heures, tu sais. Puis il n'y a jamais aucun Canadien qui a complété le tort des glaciers encore. Fait qu'on aimerait ça être le premier. Tu sais. Les 4 premiers. Fait qu'on veut tous le faire. Là, mais, tu en parles depuis tantôt, tes 3 compatriotes, tes Dalton que tu décrivais dans ton article sur le monde. Nommons-les juste pour qu'ils se reconnaissent. En fait, il y a une petite... à Moab, il y avait Éric Deshaies, Benoît Letourneau, moi-même, puis Richard McDonald. Puis Auteur des géants, Richard n'est pas venu, mais je pense qu'il le regrette encore aujourd'hui. Il veut y aller. Puis Guy Doiron, qui joue à nous autres, qui est un gars avec qui on fait des courses aussi. Là. On les salue. Ouais, on les salue. Cheers. Mais là, vous êtes en Outaouais. À moins que je me trompe, je parlais souvent. Côté D+, comment on s'entraîne à faire du gros D+, en Outaouais? Ben, nous autres, on est chanceux. On a le parc de la Gatineau, là, qui est un parc qui n'a pas le statut de parc national, mais qui est un genre d'équivalent. Fait que c'est un beau terrain de jeu, puis le parc de la Gatineau, d'où j'habite, c'est à 400 mètres de ma maison. Fait que j'ai accès à des centaines de kilomètres de pistes, mais il n'y a pas du gros dénivelé. Là. Tu sais, quand tu as monté vertical, mettons 130, 140 mètres, c'était pas mal fait le max. Fait que c'est sûr que pour aller faire des courses en Europe, puisque tu t'es des montées de 1000, 1500 mètres, ben, le plus proche qu'on a, c'est soit qu'on va dans les Adirondacks, là, on ne peut pas en ce moment à cause de la pandémie. Ouais. Dans les Adirondacks, tu peux facilement faire 1000 mètres d'une shot. Ah oui. Puis, la montée et la descente, ben, ça devient comme essentiel comme entraînement. Sinon, le Mont-Tremblant, c'est pas trop loin de chez nous. Là, c'est un petit peu moins de 2 heures, puis c'est 610, 120 mètres de dénivelé. Fait que ça aussi, on va là de temps à autre s'entraîner. Là. Sinon, les montagnes blanches aussi, mais là, les montagnes blanches, pour le monde de l'Estrie, comme Martine puis Danny, c'est pas pire, mais nous autres, c'est une méchante ride. Là, c'est une bonne ride. Tandis que les Adirondacks, c'est peut-être 2h30, 2h45. Tu sais, à la limite, tu peux quasiment y aller aller-retour la même journée. Là, mais dans une année, on y va 4 fois, tu sais, puis on fait des week-ends de 2-3 jours. Puis il y a bien des options des Adirondacks. Là. Mais non, c'est ça, ça permet, comme tu dis, de faire se préparer pour les courses européennes ou même américaines où des fois, tu as 1500 mètres d'une shot. On ne peut pas faire ça au Québec. Là, je veux dire, le QMT, à un moment donné, à Québec, il y avait 1 kilomètre vertical. En Europe, 1 kilomètre vertical, c'est 1000 mètres d'une shot. Puis le vertical du QMT, il fallait que tu redescendes pendant pour aller rechercher 1 1000 mètres parce qu'il n'y a pas ça au Québec ou très peu en Gaspésie. En Gaspésie, j'avais fait l'Ultra Trail du Mont-Albert en Gaspésie. Puis il y avait le volet kilomètre vertical. Tu montais le Mont-Albert, mais c'était pas 1000 mètres, c'était 900, je pense. Oui, c'est ça. Fait que tu as fait l'UTMA, as-tu fait la grande traversée? L'année qui a fait le 160? Oui, exactement. Ça a eu lieu une fois. Là. Justement, à Guy Doiron l'avait fait aussi, puis moi. Puis Benoît. Puis, ça, écoute, les Chic-Chocs, c'est un fichu de beau terrain de jeu aussi. C'est dommage que la course, c'était des problèmes avec les organisateurs là, qui ont coulé la course. Mais là, il y a des gens qui l'ont repris. Je ne suis pas allé depuis. Là. Oui, ils ont fait une édition, je pense, l'Ultra Trail des Chic-Chocs. C'était supposé revenir 2020, puis je suppose que 2021, ça va revenir. On leur souhaite parce qu'ils ont un super terrain de jeu, je veux dire. Mais c'est spectaculaire au bout là, comme terrain. Là. C'est vraiment beau. Là. Mais ça représente des défis d'un point de vue organisationnel parce qu'il n'y a pas d'Internet. Tu n'as pas de connexion cellulaire. Là. Ça change la game au niveau de la logistique. Là. Aller chercher quelqu'un aussi, il n'y a pas beaucoup de chemin d'accès. Mais c'est très, très, très sauvage. C'est très beau. Ah, puis Mathieu Blanchard m'en parlait, Elliott m'en parlait aussi. Mathieu, il a fait la traversée du Sentier des Appalaches. Ah oui. Ça, c'est un maudit beau challenge aussi. Exact. Puis c'est ça, c'est sauvage au max. Là, on est loin des single tracks bien tapés qu'on a partout ailleurs. C'est tough. Puis tu sais, l'année, en fait, que ça a eu lieu, là, tous les gens qui l'ont fait, c'est Jean-François Cochon, je pense qu'il l'avait gagné cette année-là. Tout le monde qui a fait l'UTMA, là, on a tous fait, il y en a plusieurs qui ont fait l'UTMB, qui est sensiblement la même distance et le même dénivelé, mais on a tous fait plus lent à l'UTMA qu'à l'UTMB. C'est 110 sur le parcours. Là. Exactement. C'est pas facile. Là. Chaque kilomètre, tu travailles pour. Là. Ah non, c'est ça. Ça en dit long sur la technicité des sentiers puis l'aspect sauvage de la chose, mais c'est ça. C'est vraiment un bel événement, je pense. Puis c'était le fun de voir que l'Ultra Trail des Chic-Chocs a repris le flambeau de cette gang-là. Oui, solide terrain de jeu. Ça méritait de reprendre puis cette course-là, c'est certain. Oui, 2 beaux événements en Gaspésie. Ils sont rapprochés l'un l'autre. À la limite, quelqu'un peut se faire un genre de semaine choc, parce qu'ils sont souvent un après l'autre ou vraiment proches. Là, Gaspésia, qui est moins haut en dénivelé, mais Gaspésie, il y a de quoi de spécial qui se passe dans ces forêts-là, parce que les temps sont extrêmement longs pour un 100 miles, que
4000 mètres de D+. Ouais, mais parce que le parcours, il suit surtout la côte. Hein, ouais, mais c'est ça, c'est bouetteux. Tu sais, c'est tôt dans l'année, c'est une place qui a encore de la neige par section. Puis tu sais, Thomas Duhamel qui l'a gagné 3 ans consécutifs. C'est un solide coureur qui a fait des grosses performances sur d'autres courses. Puis tu te dis, ce gars-là, que ça lui prenne 24 heures pour un 100 mètres avec peu de D+, ça en dit long encore là sur la brutalité du parcours puis le nombre de DNF. Moi, j'étais là comme crew puis je voyais le monde sortir au ravito. Écoute, il y a un gars qui avait raconté un récit sur Ravito Trail qui s'est endormi dans la boîte, qui a failli s'évanouir. Puis c'est ça, je pense qu'il y a des cordes des fois parce que c'est pas parce que c'est si à pic, c'est juste parce que tu es en train de skier puis tu es avec des espadrilles dans la boîte. Là. Ouais. Tu sais, il y a une année, j'étais allé faire le Arikana, le 120 km. Puis Sébastien Chaigneault était là. Il faisait je pense qu'il faisait le 80 ou 65. Puis il y avait un gars de l'ITRA qui était là pour évaluer le parcours parce que dans ce temps-là, l'Ultra Trail d'Arikana voulait faire partie du circuit de l'ITRA. Ouais. Puis j'avais parlé avec lui, il était allé voir le parcours, puis là, lui, il était vraiment décontenancé. Là, parce que, tu sais, quand tu es en Europe, ils disent qu'un parcours est technique, là, ça n'a rien à voir avec un parcours technique au Québec. Là. Souvent, en Europe, tu es au-dessus de la ligne des arbres, il n'y a pas de racines, il n'y a pas tant de bois. C'est eux autres, ce qu'ils appellent technique, c'est que c'est pentu, puis il y a du dénivelé. Ici, là, les roches glissantes, les racines, la boîte, là, puis là, les mouches. Ah oui. Il n'y a pas de maringouin ici dans les arbres. Hey, chez nous, là, tu fais une course là, au mois de juin, là, tu te fais bouffer. Là, ça fait partie de ce faut que tu calcules. Je me rappelle avoir parlé avec ce gars-là qui disait... Puis, tu sais, l'accessibilité aussi, là, en Europe, là, il y a quelqu'un qui se casse la cheville, là, il envoie un hélico, tu sais, ils ont plein d'hélicos qui font ça tous les jours. Tu ne peux pas faire ça au Québec parce que, il n'y a pas d'hélicos qui font des rescues tant que ça. Il y a des arbres, là, il n'y a pas de place pour se poser. Là, non, Arikana, c'est profond. Là. Tu pars d'un point qui est déjà profond avec des marques, tu finis au Mont-Grand-Fond, mais entre les deux, t'es deep, là, solide. C'est pas super accessible, là, cette affaire-là. Là, au niveau des communications, puis après ça, envoyer quelqu'un avec un 4 roues dans une trail, le single track, ça ne marche pas. Tu souhaites que quelqu'un ne se casse pas la gueule trop. Là. Ah non, c'est ça, la technicité des sentiers ici. Je pense que c'est ce qui fait aussi que les Québécois qui s'en vont faire des courses ailleurs, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas ici, comme tu disais tantôt, des plus de 1500 mètres d'une shot, mais ça reste que c'est notre terrain de jeu. Moi, je m'entraîne dans les trails du Lac-Beauport, de la clinique du coureur. Ouais. Dans les 30 et les 50 kilos les plus techniques qu'il y a, point final probablement. Puis quand c'est ton quotidien, tu t'entraînes dans de la racine comme ça, puis de rouler à 7 du kilo quand c'est plat, juste parce que c'est trop plein de racines. Tu peux juste pas aller plus vite. Mais quand tu arrives dans une trail un peu plus... moi, je suis allé faire des ultras au Nevada, puis en Arizona, je veux dire, c'est pas technique. Même quand une section, il y a beaucoup de roches. Ouais, non, je vis au Québec, ça va, les roches. Exactement, relativement, là, c'est pas... c'est ça, là. Ouais, quand tu fais Mistachibo, tu as fait le QMT, je pense. Hey, je l'ai fait 2 ans, le Mistachibo, là, sérieux. Je parlais avec Maxime Leboeuf, qui l'a gagné, celle-là. Maxime, c'est un aimé à moi, qui habite dans mon coin. Là. Moi, je serais curieux d'être un oiseau, Max, puis de te suivre pendant que tu as passé à travers Mistachibo. Comment tu as fait? C'est incourable. À la vitesse qu'il a fait, je me rappelle pas. Juste grimper par-dessus des boulders. Ah non, j'ai regardé son temps comparé au mien. C'est sûr qu'il le fait plus vite que moi, là, mais je ne sais pas comment il a fait. Non, sérieux, c'est ça, parce que c'est là qu'il a sommé Mathieu, parce que QMT, ça avait été une grosse année. Tu avais lui, Jeff Cochon, puis Mathieu qui étaient les favoris. Puis il paraît que c'est là que Maxime les a passés. Là. Il a roulé à une vitesse pas possible dans Mistachibo. Puis je veux dire, Mistachibo, ceux qui connaissent. C'est n'importe qui a passé là, c'est incourable. Là. Non, puis même marchable, c'est pas une vitesse de hike normale. Non, c'est de l'escalade par-dessus là-dedans. Ouais. C'est comme intéressant, là, mais c'est pas rapide. C'est un microclimat assez fucké. Tu es sur le bord de la rivière. Puis tu l'as fait la même année que moi, j'étais sur le 50, mais on passe par la même place. Puis c'est étouffant. Tu es sur le bord de l'eau, c'était humide, tu es en dessous des nuages. Puis il y avait quelque chose de spécial cette année-là. Ah ouais, quand je suis arrivé au ravito, là, vers la fin de section-là, je me suis assis sur un cooler, là, puis je disais, là, tabarnak, récupère Rich, parce que tu ne passeras pas à travers la journée. T'sais. Après ça se place un peu. Là, après ce ravito-là, il faut se rendre. Non, c'est ça, c'est assez brutal. Mais c'est un bon terrain de jeu, puis ça fait qu'un gars comme Jeff Cochon arrive à La Réunion, qui est une des trails les plus difficiles au monde, puis il performe extrêmement bien parce que là où il s'entraîne, tu sais, Jim Wamsley, quand il est arrivé à la Diagonale des Fous, il n'a pas eu un méchant mur parce qu'il s'entraîne dans des switchbacks en terre battue à Flagstaff. Jim Wamsley, il fly, mais il gagne la Western State avec des temps records, mais la Western State, c'est pas de la terre battue. Ouais, c'est
vraiment facile comme parcours. Non, c'est ça. Toi, tu l'as fait, la Western. Comment tu as trouvé ça, l'expérience? T'as-tu un gros bucket list? Là? Ça demeure que la Western, c'est probablement le trail le plus connu au monde. Ouais, tu sais, c'est comme la mère des autres trails. Là. Fait que, puis moi, j'ai été chanceux, je suis rentré avec 2 tickets. J'ai appliqué 2 fois, puis je suis rentré. Là, fait que c'était cool. Là. Ben, c'est une course qui est le fun parce que il y a toute une histoire derrière. Puis il reste quand même que tu as beaucoup de coureurs élites. Puis tu rencontres là-bas des légendes de la trail. Là. J'ai rencontré le premier qui l'a couru, la Western State. J'ai rencontré une madame, elle avait fait 10 fois le Silver Buckle, une madame norvégienne qui est aux États-Unis. Ah, c'est fou, hein? Anne Trayson qui l'a gagné 14 plusieurs fois. C'est tout ce monde-là, tes côtois, sont là. Puis, c'est une petite communauté, je pense, très proche encore là. Anne Trayson, elle l'a gagné plusieurs fois. Puis à un moment donné, je l'entendais dans un podcast. Puis à un moment donné, il fallait qu'elle se relocalise, elle voulait s'acheter une maison, puis elle se l'a acheté comme à 2 pas du stade où tu finis la course. Elle est sur le parcours, là. Parce que quand tu arrives à Auburn, la ville où ce qui s'est fini, là, quand tu fais c'est une course qui est d'un point A à point B, puis quand tu arrives à Auburn, tu sors d'une trail, puis tu arrives sur une rue asphaltée, puis là, il reste peut-être 2-3 km avant que tu rentres dans le stade, puis tu fais le tour de piste. Puis elle habite sur cette rue-là. Puis sur cette rue-là, la semaine avant la course, ils peinturent des traces de pas en rouge, là, puis c'est écrit dedans WS100. Puis il y avait une journée, il y avait une activité qu'on peut aller participer puis peinturer les pieds. Puis la rencontre, c'était chez eux, tu sais, puis c'est le parcours. Là. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Fait que, tu sais, Auburn, c'est une assez petite ville, c'est une ville minière, tu sais, mais c'est ça, il y a du monde qui vit là. Puis cette ville-là, il y a des pancartes. Là, à un moment donné, il y a un genre de trottoir avec des messages écrits dans le ciment, là, tu sais, puis il y a un hommage à Gord Hindley, qui est le premier à l'avoir fait. Puis eux autres, ils se sont déclarés la capitale mondiale de l'ultra-endurance, quelque chose comme ça, tu sais. C'est un petit bled, là, un peu perdu, là, comme si tu n'irais pas là si c'était pas de la Western States. Ben non, c'est ça. Ben, il y a une ambiance du Todder, là, c'est fou. Là. Il y a quelque chose de puriste, je pense, qui demeure avec cette course-là, par la taille aussi. Tu sais, c'est une question de droit d'accès, je pense, pour les parcs nationaux que tu traverses. Eux sont bloqués à 340 quelques coureurs, mais ça demeure comme ça. Puis ça permet que ça ne devienne pas une UTMB de 2000 personnes. Ouais, ça ne deviendra jamais plus gros. Là. Puis je me demande si on parlait de la Hard Rock tantôt, je me demande s'il n'y a pas un facteur limitant comme ça par rapport à des endroits qui sont préservés. Mais je pense que tous les parcs nationaux américains où il y a des trails qui passent pour des ultras, ils permettent pour une journée, mais je pense que la règle américaine, tu ne peux pas avoir plus que 350 personnes dans un parc national américain, point, tous les jours. Quand on prend le départ de la Western States, c'est dans une station de ski à Squaw Valley. Puis quand tu arrives en haut, il y a un monument, un espace préservé. Puis c'est là qu'il y a le maillon fait de la chaîne là, en termes de personnes que tu peux faire passer. Fait que c'est 367. C'est même pas un chiffron, là. C'est 367 coureurs. Fait qu'ils sélectionnent 367 coureurs à chaque année. Okay. De ce 367-là, il y en a 100 que c'est des coureurs élites, pas mal. Ah, c'est ça. Et dans le fond, ils pigent 267, comme moi, je suis rentré de même. Puis les autres, c'est des Golden Tickets, les 10 premiers hommes, premières femmes de l'année précédente, etc. Là. Fait que tu as tout le temps quand même une bonne densité de coureurs élites. Tout le monde veut faire la Western States. Ah oui, puis c'est un parcours qui est différent, qui se démarque aussi, qui fait très trail américaine du sud, des courses assez roulantes, mais je pense que tu as 7000 de montée, c'est quand même beaucoup pour un 100 miles, mais tu as 8000 de descente. Ouais, je pense que c'est 6000 de montée puis 7500 de descente. Okay. Tu as plus de descente que de montée. Là. C'est une course descendante, puis c'est très, très courable. Là. C'est pas mal tout le temps courable, en fait. Là. Puis comment tu l'as vécu, cette course-là? Je pense que c'est très chaud et très sec. La difficulté, c'est les canyons, là, parce que la course, elle passe super tôt le matin, là, vers 5-6 heures, puis tu es en montagne, puis la première affaire, tu montes au-dessus de 1000 mètres. Là. Tu montes la station de ski, puis là, en haut, il y a un peu de neige. Après ça, graduellement, tu descends toute la journée, puis dans l'après-midi, tu descends la section des canyons, comme tu as dit, puis il y a 5 canyons. Tu descends des trucs abrupts, là, puis il n'y a pas d'air. Il fait hyper chaud, il fait 40 degrés et plus. Là. Fait que c'est le bout de tough, c'est de survivre à ça. Puis quand le soleil se couche, là, il commence à faire un peu il fait moins chaud. Si tu as réussi à passer le bout de chaud, puis tu n'es pas trop hypothéqué, ben là, tu peux vraiment courir plus après. Là. Quand la nuit tombe, à un moment donné. Ouais, quand le soleil se couche là, vers 6-7 heures le soir. Là. Fait que moi, je ne suis pas très bon à chaleur. Là. Je tolère bien froid, mais la chaleur moins. Mais j'avais suivi un protocole d'acclimatation là, dans un sauna là, pendant les semaines précédentes. Puis il y a de la glace. Écoute, ils ont
je ne me rappelle pas exactement, mais je pense qu'ils ont 25 livres de glace par coureur répartis sur le parcours. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de ravitaillements. Là. Il y en a quelque chose comme 18, 19 ravitaillements. Puis à chaque ravitaillement, tu as de la glace. Fait que, tu peux t'en mettre dans tes manchettes, tu peux t'en mettre sur la tête si tu as un bandeau pour ça. Là. Mais ça aide aussi, là, on s'entend. Non, c'est certain. Puis tu parles depuis le début, je pense que tu as un côté très, comme moi, un peu geek de course, de les courses iconiques et tout. Est-ce que tu as réussi à en profiter pendant ce 100 miles-là? Parce que tu écoutes les noms des ravitaux, tu écoutes des documentaires Unbreakable avec Hamilton puis Killian, puis il y a quelque chose d'assez iconique, Western State, la traversée de la rivière entre un bateau certaines années. Est-ce que on ne l'a pas traversé en bateau quand j'ai fait. L'eau était assez basse, on le traversait. On avait des vestes de sauvetage, puis c'était la nuit, là, puis il y avait des petites lumières néons. Là, tu sais. C'était capoté. Là, Est-ce que tu as réussi à en profiter malgré, pas malgré, mais tu as fait une performance très rapide? J'ai eu une super de course. Ça a vraiment bien été. T'as eu du fun? Non, j'ai bien trippé. Puis tu as le droit d'avoir un pacer à partir du peut-être 60e mille environ. Là. Puis mon pacer, c'est un Français qui qui travaille à Silicon Valley. Puis Pierre-Yves, qui s'appelle, là, je le salue si jamais il écoute. Il était écœurant. C'est la première fois que j'avais un pacer. Il était super sa coche. Il l'avait déjà fait. Puis il était vraiment bon. Tu sais, un pacer, tu veux des fois qu'il te laisse dans ta bulle, puis des fois tu veux qu'il t'aide, mais il ne faut pas qu'il soit. Lui, là, il était parfait, puis il connaissait le parcours. Fait que, tu sais, souvent, il me disait, prochain 10 000, il va arriver telle affaire, tout ça. Fait que j'ai été vraiment bien encadré. Puis ma blonde, puis un de mes gars, Alexis, était là pour faire le crew. Fait que, tu sais, eux autres, je les ai vus une couple de fois pendant la journée. Puis non, ça c'est. Puis la chaleur, j'ai réussi à bien gérer. Là, le sauna, ça a marché, la glace. J'ai parlé à Vincent Gauthier qui va y aller, là, qui était supposé le faire cette année, là, l'année prochaine, mais si jamais il y a du monde qui veulent la faire et qui ont besoin des trucs, là, j'avais pas mal écouté toutes les vidéos qui se fait là-dessus, puis j'avais jasé avec du monde, puis ça a bien été parce que c'est gérer la chaleur, là, c'est ça l'élément clé de cette affaire-là. Là. Ah oui. Elliott Cardin, si tu écoutes ça, pas que Richard, si tu as des questions, mais Elliott aussi, il va cette année, puis je pense que... Parle-moi plus de cette Elliott, il a eu un golden ticket. Oui, lui, il est passé par la cour des grands. Il est allé faire une troisième place à Black Canyon en Arizona, puis lui, il va y aller cette année. Je le reçois dans quelques semaines pour une émission spéciale. Là. Ceux qui écoutent, vous allez voir, j'ai un petit spécial. Ça va être le premier qui revient une deuxième fois au podcast, mais on va parler de Western notamment, puis c'est ça, parle-moi de ce processus de sauna-là, c'était quelque chose que tu avais lu, que tu avais vu dans des vidéos? Non, en fait, j'avais parlé avec mon chum Eric qui a fait la course dans Death Valley. Là. Le Badwater 135. Badwater. Eric a fait. Badwater, il fait 50 et plus. Là. C'est ça. Les semelles fondent sur l'asphalte, puis c'est pas des jokes, c'est pas une exagération. Fait qu'Eric, il l'a fait 2 fois, puis il a vraiment bien fait. Puis lui, c'est un gars, il s'est entraîné dans son sol avec un tapis roulant, avec une sécheuse ouverte devant lui, avec 18 t-shirts sur le dos. Là, fait que c'était acclimaté de même. Puis j'avais jasé avec lui, puis j'avais aussi contacté Jason Coop, qui est connu dans le milieu du trail. C'est un gars qui vit au Colorado, puis qui est un coach et qui a publié un excellent livre s'entraînant. Fait que j'y avais écrit. Puis, tu sais, il m'avait répondu, puis il m'avait donné plein de trucs. Il avait vraiment été fin. Puis même, il m'avait dit, quand tu vas faire la Western States, parce que lui, il coach des athlètes élites, tu sais, qui le font. Il est sur place, puis il y a des tentes à quelques endroits. Fait qu'il dit, tu veux utiliser mes tentes, là, comme pour ton crew, puis tout ça. Fait que je l'avais rencontré là-bas. Puis d'ailleurs, il était au Tard des Géants aussi. Il l'a fait la même année que nous autres. Il est super fin, le gars. Lui, il m'avait donné un protocole à suivre là, de sauna. Fait que les 2 semaines précédant la course, j'étais allé à un sauna. La première semaine, c'est 1 fois par 2 jours, puis après ça, tous les jours. Puis l'objectif, c'est de passer 30 minutes dans le sauna. Au début, là, la première fois que je suis allé, après 3 minutes, je n'étais plus capable. C'est long, 30 minutes. Là. C'est long, 30 minutes. Fait que, tu sais, 3 minutes, là, tu ressors, là, tu rentres 2 minutes. Puis là, au total, ça doit faire 30. Mais en l'espace de 2 semaines, tu sais, à la fin, j'étais capable de toffer 22, 23 minutes. Fait que j'étais vraiment... Tu t'adaptes, là, le corps s'adapte. Comme on parlait tantôt, là, la chaleur, le froid, l'altitude, c'est le même principe. Là. Si tu t'exposes graduellement, ton corps va développer des mécanismes qui font en sorte que tu peux le tolérer. Là. Il suffit de te donner le temps, je pense. Pour n'importe quelle acclimatation, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller plus vite. Il faut que tu écoutes ton corps aussi à travers ça. Là. Mais non, ça avait été payant. Puis je te dirais que le Western States, ça a lieu à fin juin. Là. Puis moi, j'ai fait ça. Puis après ça, là, tout l'automne, j'étais plus frileux.
J'étais comme adapté à la chaleur, mais puis d'habitude, moi, l'automne, je ne suis pas frileux pantoute. Là, je fais bien des sports d'hiver à l'extérieur. Puis là, je me disais, fuck, je vais-tu revenir comme avant? Je ne veux pas rester frileux tout l'hiver. J'aime ça faire du ski de fond. Ben oui. Ça a duré là, jusqu'à l'hiver, puis à un moment donné, là, c'est comme revenu correct. Ah ouais, fait que le corps, c'était vraiment... Ouais, mais t'es rendu californien, Richard, là. Ben ouais, mais je ne vis pas en Californie. Puis mon ami Eric, qui a fait Badwater, lui, là, il s'est acclimaté bien plus que moi, là, parce que Badwater, c'est pas mal plus chaud. Mais lui, il est comme resté de même. Ah ouais? Ouais. Non, lui, la chaleur, là, c'est son élément. Là. On est allé à Cruel Jewel une année, des courses chaudes. Mais quand il fait froid, il y a de la misère. C'est un ou c'est l'autre. Là. Je ne suis pas sûr que tu peux être bon dans les deux tout le temps. Là. Je ne sais pas. Là, mais la chaleur, lui, c'est vraiment... Comme lui, le jour qu'il va aller à Western State, là, il devrait faire une super course parce que c'est son type de parcours. Il fait chaud, c'est pas trop technique. C'est son élément. Là. C'est un gars de course de route plus. Là. OK. Parlant de bonne performance à Western, j'étais quand même à te lever ma bière parce que tu as fait ça en dedans de 24 heures. Ceux qui connaissent un peu Western, le cut-off est 30 heures, mais ceux qui finissent en dedans de 24 heures, ils ont le Silver Buckle. Silver Buckle, c'est comme un club select. Les élites gagnent ça en 14-15 heures, mais 24 heures pour 100 miles, c'est très rapide. Puis tu l'as fait. Fait que cheers, Richard, c'est vraiment impressionnant. Merci. Écoute, c'était très cool. Puis même un moment donné, dans la nuit, j'ai fini la course, il était peut-être 5-6 heures du matin, là, je ne me rappelle pas exactement. Là. Mais un moment donné, il y avait un gars avec qui je courais, puis on était arrivé à un ravitaillement, puis il a dit, on était une petite gang, il a dit « Hey, let's go, on clenche, là, puis on le fait en bas de 23. » Puis là, je me suis dit, parce que là, je voyais que j'allais le faire en bas de 24. Puis là, je me suis dit, hey, en bas de 23, ça serait vraiment cool, mais si je pète, si je vais trop vite, puis là, je perds ma chance de finir en bas de 24. Puis là, je me suis écouté, puis j'ai été fidèle à moi-même, mais j'ai fait 24-21, je pense, quelque chose comme ça, 24-22. Tu l'as laissé aller, puis... en fait, je ne sais pas ce qui est arrivé avec lui. T'as été sage, c'est bon. Ouais, je me suis écouté. Mais c'était tentant. J'en doute pas. Surtout que le parcours est descendant, il fait plus frais, ça va bien, nanana. Ouais, c'est ça, le soir, je pense que la fin de course, quand tu es rendu la nuit, ben, ça doit donner une petite chance aussi parce que sinon, c'est chaud jusqu'à la fin. Oui. Non, quand le soleil baisse, t'es content. Là. C'est sûr. Fait qu'on a fait du gros name-dropping de course, mais j'en parlais. Moi, ça m'impressionne quand je vois un parcours comme ça. Est-ce que tu as d'autres courses dans ton bucket list? C'est quoi la bucket list pour toi pour les prochaines années? Ben, le Tour des Glaciers, là, ça reste c'est sur ma liste. La Hard Rock, ça, c'est depuis que j'ai commencé à faire du trail, l'UTMB Hard Rock, là, c'était pas mal en haut de ma liste. Mais le Hard Rock, j'ai participé à 3 piges à date. Fait que, la dernière fois, là, j'avais 4 billets, puis je pense qu'avec 4 billets, mes chances d'être pigé, c'était comme 2%. Là. Quand tu regardes, ouais, c'est ça. Fait que, mais je suis rentré à Western State avec 4%. Fait que j'étais un gars chanceux. Fait que ça joue en ma faveur. Mais là, la Hard Rock a été annulée 2 années en ligne. Fait que là, ça ralentit le processus. J'ai un ami que justement j'ai vu en ski tantôt dans le parc, Carl. Carl, lui, il est rendu à sa 7e ou 8e fois. Là. Comme lui, la prochaine pige, là, il va avoir genre 40, 50. Il devrait rentrer, mais là, ça fait 2 piges qui sont annulées parce que la course est annulée. Ah, c'est ça. Puis Carl, il est fin de la cinquantaine. Ça, c'est l'autre affaire. À un moment donné, en termes d'âge, à un moment donné, t'es moins vite ou t'es moins endurant. Là. Je vais faire ça jusqu'à 100 ans, probablement. Là. Je le souhaiterais bien, là, mais... En même temps, on voit en Europe les moyennes sur les courses. Le trail est un sport, je pense, majoritairement plus âgé que les sports élites habituels. Ouais. Les bons coureurs ils ont des pics. Les coureurs élites ont des pics dans la trentaine, alors que ben des sports à 30, t'es fini. J'écoute bien le football dans la vie, puis il n'y a pas beaucoup de gars de 30 ans qui... Non, c'est vrai. Puis mais des gars de trail, 40 ans qui ont une bonne course. Oui, puis en Europe, tu vois que sur les lignes de départ, il y a toujours les gags. Tu as toujours le petit monsieur de 70 ans avec sa casquette qui cache le cou, puis ses bâtons, puis il y a 100 livres de stock sur le dos, puis tu le vois partir en power hike, petit jogging. C'est tout en lui qui te passe au 110e kilomètre parce que lui, il est sur un pace, puis il est super constant. Mais, non, mais tu as raison que, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis l'autre affaire, chez les femmes, tu as des femmes qui gagnent des courses. Plus la distance allonge, plus l'écart semble s'amenuiser, les hommes et les femmes. Là, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Mm-hmm.
Oui, puis j'en parlais, je pense que c'était avec Martine que j'en parlais, mais par après, je suis allé relire un peu là-dessus, puis je voyais que le point tournant est beaucoup le 100 miles. Jusqu'à 100 miles, les hommes physiologiquement performent mieux, puis c'est rare des 100 miles où tu vois des filles gagner première place. Il y en a quelques-uns, mais des fois, c'est un peu plus backcountry. Ouais. Mais le switch se fait vraiment là, puis l'endurance physiologiquement que les femmes ont se met à être payant sur ces extrêmes distances-là. Puis comme tu dis, sur les 200 miles ou même les backyards, je parlais avec Stephanie Simpson qui a gagné au Canada. Une super performance dans l'Ouest. Ben, je pense que c'était le tiers des backyards au monde, ou même plus que ça, qui avait été gagné par des femmes au scratch. Puis quand tu regardes les 200 miles, puis quand tu regardes Hélène Dumais sur l'Infinitus, puis ces patentes-là, c'est rendu là, l'avantage est aux femmes. Puis c'est le fun de voir ça. C'est très intéressant, tout à fait. À un moment donné, je voyais les salaires comparatifs entre la NBA et la WNBA. Tu capotes, mais tu m'as regardé des sports où c'est le fun quand, après ça, tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité, puis c'est le meilleur athlète, la meilleure athlète, point, qui gagne. C'est ce qui est le fun entre elles aussi. Là. On a des beaux modèles aussi au Québec. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai été chanceux, à peu près. J'en ai reçu plusieurs, puis il y en a d'autres qui se confirment pour les prochaines semaines. Fait que moi, je suis bien chanceux parce que moi, ma job est facile. Là, j'invite du monde inspirant, je bois une bière, c'est très cool, un peu de trail, puis écoute, moi, ça me craint que sans bon sens. Là. C'est bon, toi, ta bucket list, c'est quoi, là? Ben là, attends, je l'ai écrit là, mais moi, à date, j'ai fait Arikana 125, fait que là, c'est mon top. Mais ça, c'est le plus long que tu as fait à date? Oui, j'ai fini Arikana en me disant, tu sais, j'étais pas ces rotules du tout, là, ça allait bien. fait que moi, Bromont, l'an prochain, serait mon premier 100 miles. C'est ça le next Bromont step. à l'automne 2021. Oui, exact. Fait que l'an prochain, j'ai l'automne, ça risque d'avoir lieu. Oui, mais je pense que oui. Puis, si les courses ont lieu aussi, même début de l'été, j'ai un beau petit build-up avec Gaspésia, QMT, tout ça. Mais ouais, c'est sûr que quand je vais rentrer dans le 100 miles, je sens qu'à date, plus les distances sont longues, plus je suis à l'aise. Plus je ne suis pas un gars rapide, mais plus c'est long, plus j'ai pas de stress avec les cut-offs. Puis c'est vraiment dans mon élément. Ouais. Puis seul dans ma tête avec mes épaules puis mes espadrilles, puis ça va bien. Quand tu parles un peu de l'approche minimaliste de traîner ses patentes. Fait que c'est sûr que moi, je suis pigé. J'ai mon ticket pour la CCC. Qui OK. À l'UTMB, je décide quand j'y vais. Je vais probablement y aller en 2022. Tu as les 3 prochaines années, je pense. Oui, c'est ça. J'ai 3 ans pour le remettre. Mais après ça, c'est sûr que, tu sais, Diagonale, Hard Rock, UTMB, la vraie distance, là, c'est les classiques. Là, mais j'aimerais ça faire le doublé. Je parlais avec Pat Godin, puis il me parlait beaucoup de Massanutten puis du Vermont. Puis je pense que c'est un beau doublé, je trouve. J'aime bien la philosophie américaine du trail. Autant il y a des belles trails aux États-Unis, en Europe plutôt. Il y a des belles trails en Europe, mais la mentalité américaine me parle beaucoup. Tout à fait. C'est vraiment deux cultures très différentes. Là. Les États-Unis, les courses sont beaucoup plus petites, mais c'est beaucoup plus friendly. Tout le monde se parle. C'est moins. En Europe, il y a des athlètes professionnels de ce sport-là, puis on parle de milliers de participants. Fait que c'est vraiment cool pour des affaires, mais c'est moins. La Western States, c'est une des choses où à Wamoab, c'est encore plus petit. Là, il y a 150 coureurs. Tu ressors de là, puis tu connais pas mal tout le monde qui a fait la course avec toi. Ouais. Et pas le cas quand tu vas faire une course en Europe. Là, c'est quand même gros, puis tu as du monde de tout partout, puis tu as des milliers de participants. Là. Moi, j'avoue que moi aussi, j'aime le côté américain de ça, là, plus casual, plus moins gros. Pourtant, les États-Unis, on dit toujours think big, là, mais le trail, c'est plus grassroots. Là, c'est plus. Ben, c'est très. Pas trop de lignes de départ, pas trop de lignes d'arrivée. Hard Rock, je veux dire, c'est une roche. Il n'y a pas d'arche. C'est pas une arche. Après ça, tu embrasses la roche. C'est touche à la roche, puis c'est fini. Puis, les courses où la ligne est tracée à peinture dans le gazon. Une petite canette dans le gazon. Il y a cet aspect-là, comme tu dis, qui est le fun. Puis, c'est des super parcs nationaux. Les États-Unis ont vraiment une culture du parc national, de la route, du road trip qui est le fun. Tu te promènes dans le sud-ouest, puis Arizona, Nevada, moi j'ai trippé parce que tu à Flagstaff, tu capotes. Tu comprends pourquoi tous les athlètes élites s'en vont à Flagstaff. Jim Walmsley habite là. À 2000 mètres d'altitude. Des belles conditions à l'année. Là. Ah non, exact. Puis il y a vraiment quelque chose de le fun là-dedans. Puis quand Pat Godin parlait du Massanutten et du Vermont 100 qui sont à une distance l'un de l'autre assez intéressante pour faire 200 miles dans un même été. C'est un doublé que j'aimerais ça essayer à un moment donné, mais tu sais, c'est ça. Puis t'as pas besoin de prendre l'avion. Ben, c'est ça confirme un peu ce qu'on disait tantôt. Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Les trails américaines, il y a cet avantage-là aussi qui est le fun. Toi qui t'es lancé dans des 200 miles et tout, est-ce que
les combinaisons de courses, que ce soit le Triple Crown of 200, qui est de faire les 3 courses de 200 miles de Candice, back-à-back. C'est quelque chose que tu as en tête? Écoute, j'ai rencontré du monde qui l'ont fait là, quand je suis allé. Je ne savais même pas qu'il y a du monde qui faisait les 3. Là. Mais honnêtement, si tu veux faire les 3, tu sais, Johan Rock était supposé le faire cette année. Tu sais, moi, je pense que tu es mieux de prendre 2-3 mois de vacances puis t'en aller là-bas puis faire ça. Tu sais, j'ai un ami français, Serge, je ne sais plus, qui a fait ça l'année que je suis allé, tu sais. Mais tu sais, lui, en plus, il part d'Europe. Si tu habites en Amérique du Nord, tu peux peut-être te permettre de prendre l'avion 3 fois, mais le best, c'est soit tu es à la retraite ou tu prends un congé sabbatique. Ah ouais. Excuse-moi, puis tu t'en vas là-bas, puis tu te payes la traite, tu sais. Puis tu sais, entre les courses, là, il y a plein de parcs nationaux, il y a plein de places pour aller te préparer, t'entraîner. Là. Moi, je pense que pour faire le Triple Crown, c'est la manière de le faire. Ça te prend de la récupération aussi, je veux dire. 200 mètres, t'étais combien de temps que tu l'as ressenti, les effets, après moi? Ouais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, 3-4 jours après, là, tu te sens comme... c'est un peu plus que ça, parce que honnêtement, là, après le 240 miles, tu es tellement high, tu es tellement dopé que tu as comme 2-3 jours que tu fly, puis que tu sais, quand moi puis Benoît, on a fini, là, c'était dans l'après-midi. Benoît a fini un petit peu avant moi. Puis là, cette nuit-là, là, je me suis couché vers minuit, puis je ne dormais pas tant. Puis là, notre ami Richard McDonald, lui, il était encore sur le parcours. Fait que, tu sais, je regardais mon ordinateur, puis je suivais le point, puis on avait dit qu'on irait le voir sur le parcours. Puis à 5-6 heures du matin, j'ai dit « Hey Ben, du coup, on s'en va rejoindre Richard. » Fait que là, on n'a pas dormi gros. On a repassé une journée à aller encourager le monde, à triper à Moab. Tu sais, il y a 2-3 jours que tu es high puis tu ne dors pas. Puis tu dis hey, c'est cool, j'ai plus besoin de dormir tant que ça. Là, puis tu fais juste manger. Ah oui. Mais quand tu crashes après, tu sais, c'est qu'à un moment donné, la nature te rattrape. Puis tu sais, ce que tu n'as pas dormi, il faut que tu le redormes. Là, tu as comme 2-3 jours que tu dors 15 heures par jour. Puis après ça revient comme normal. Mais c'est sûr, je ne pense pas que tu pourrais refaire un autre 200 000 la semaine d'après. Quoique, quand je suis allé au Tard des Géants, là, la semaine précédente, exactement une semaine avant, c'est l'UTMB. Moi, j'ai été bénévole à l'UTMB sur le parcours. Ah ouais? Et au Tard, c'était cool parce que j'avais besoin de m'acclimater. Fait que j'ai écrit à l'UTMB. Je disais, hey, moi, j'aimerais ça être bénévole. J'ai déjà fait la course. J'ai besoin de m'acclimater pour le Tard des Géants. Pouvez-vous me trouver un job en altitude? Puis ils m'ont donné 2 jobs. Fait que j'étais allé à Chamonix, puis j'étais nourri logé, puis je faisais des trucs pour l'UTMB. Ah, c'est trippant, ça. Oh, ouais, non, c'est vraiment un bon combo. Puis j'ai rencontré du monde au Tard qui avait fait l'UTMB la semaine d'avant. Tu sais, sérieux, là, c'est quand même 2 gros morceaux. Là. Fait que, tu sais, c'est pas impossible, là, mais... Le corps s'adapte à n'importe quoi. Tu sais, tu regardes Sanj Sherpa ou Luca Papi, c'est des gars qui en ligne. Ouais, ils en font, eux autres, des courses. Ouais. Je pense pas que c'est pour tout le monde. Là. Non, c'est ça. Mais moi, je pense que l'idéal, là, comme là, une semaine, c'est pas beaucoup, mais mettons que tu as 3 semaines, tu as le temps de récupérer, puis tu surfes sur la vague d'entraînement que tu as fait la première course. Je pense que 3 semaines après, tu peux faire vraiment une bonne course entre les deux en ayant profité pour récupérer. Tu sais. Non, c'est ça. C'est comme les gens qui font le Grand Slam of Ultra Running, qui est de faire Western, Ville, Vermont, puis Wasatch. Wasatch, c'est la course que je cherchais tantôt. C'est celle-là à Salt Lake City. Salt Lake City, oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, tu as 100 000 à chaque mois. Fait que, tu sais, c'est quand même un bon espacement. Là. Ouais, c'est un bon build-up. Mais la difficulté de ça, c'est de te réussir à te qualifier pour Western States. Un coup, tu as rentré à Western States, les autres, tu es auto-qualifié. Ouais, c'est ça, exact. C'est une bonne loterie de réussir à tout mettre ça en place, mais je pense que quand tu as l'opportunité de le faire, c'est assez fou parce que c'est les 400 000 les plus vieux, puis il y a tout l'aspect historique qui vient avec ça. Il y a toute une histoire derrière ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. On est l'hiver. Comment ça se passe, tout l'entraînement? Est-ce que l'hiver, tu switches un peu de gear? Est-ce que ça ressemble à quoi ton entraînement? Est-ce que tu es vraiment course ou tu es très cross-training? Oui, l'hiver, je fais beaucoup de ski de fond. J'aime vraiment faire du ski. Puis je fais à chaque année le marathon canadien de ski, là, qui est un événement qui a lieu à chaque année puis qui est 160 km sur 2 jours. Fait que c'est comme une version trail running, ultra trail de ski. Ah, c'est cool ça. Puis j'ai la chance d'avoir des sentiers. Le parc de Gatineau qui est dans Macquarie, l'hiver, c'est des sentiers de ski de fond. Là. Fait que, aujourd'hui, j'ai fait 5-6 heures de ski. T'sais. Fait que c'est bon pour le corps aussi d'alterner. Là. Je te dirais, la seule affaire, c'est qu'au début, quand je faisais juste du ski l'hiver, je ne courais pas. Puis il reste que j'arrivais au printemps, puis j'avais le système cardiovasculaire top shape, mais l'impact que tu as quand tu cours, tu ne l'as pas en ski de fond parce que tu glisses sur la neige. Fait que c'est propice aux blessures. Fait que à cet âge,
Je cours quand même l'hiver, mais je fais surtout du ski de fond. Je cours en raquette aussi dans les sentiers. Là. OK. J'aime ça, j'aime ça. Cet été, à cause de la pandémie, bon, les courses sont toutes tombées à l'eau. J'ai fait plus de vélo, de gravel, puis tout ça. Là. Ouais, j'aime toucher à tout. Là, la course, c'est ça le cœur de mon affaire, là, mais j'aime ça faire d'autres sports aussi. Là. Ah, puis je pense que tu perdures dans le sport aussi. On en voit beaucoup des gens qui commencent à faire de l'ultra puis qui arrêtent à un moment donné. Ça fait plusieurs années que tu en fais. Il y a une part là-dedans aussi de préparation. Puis, mettons, l'été, tu fais-tu du gros volume ou tu fais quand même, tu disais tu te rends en vélo au travail, fait que tu as une part de cardio qui se poursuit avec le vélo ou d'entraînement sans être en impact? Là? Ouais, je pense que je fais... je sais pas, là, en fait, j'essaie de faire du dénivelé positif. Là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es inscrit au défi Everest. Là, mais non, je suis blessé, mais j'aurais voulu le faire. C'est une bonne source de motivation. Et là-dedans en ce moment, toi? Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça vraiment cool. Mais j'aime à la base faire du dénivelé. Tu sais. Ouais. Fait que, l'année du Tour des Géants, là, j'ai fait du volume popé, mais j'ai fait beaucoup de dénivelé. Mon objectif, c'était le Tour des Géants, c'est juste ça. Là. Ah oui, c'est le monde descend. Juste monter, descendre, il n'y a pas de plat. Là. Il y a peut-être un 10 km plat à la fin, mais c'est à peu près tout. Là. Fait que, il faut que tu en fasses. Là. Mais moi, je fais quand même un bon volume. Là, mais quand en rétrospective à la fin de l'année, quand je regarde ça, je ne suis pas hyper structuré, mais je le sens en même temps un petit peu. Je me fais un plan. Puis je cours 3500 km peut-être dans une année, 4000 les grosses années. Avec l'année du Tour, j'ai fait quelque chose comme 140 000 mètres de dénivelé. Quand même. C'était une grosse année de dénivelé, mais j'avais mis mon accent là-dessus. Là. Oui, c'est ça, tu fais du spécifique, sachant que c'est une course où tu as besoin de ça. Là. Puis souvent, le dénivelé, on parle beaucoup de dénivelé positif, mais le négatif fait du bien aussi en entraînement parce que c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. Hein. Écoute, au Tour, à un moment donné, tu descends 2500 mètres négatif, sans arrêt. Là. Tes quads sont fatigués à la fin. Là. Ah, c'est clair, imaginez... descendre 6 fois le Mont-Saint-Anne sans arrêt. ouais, c'est ça, c'est le sans arrêt le problème. Parce que, quand mettons que je vais dans le parc ici, puis je fais une montée de 150 mètres, monte-descend, ben, je peux même cumuler 2000 mètres, mais c'est du monte-descend, c'est pas pareil comme monte, puis descend. Fait que ça, cette spécificité-là, elle est dure à retrouver ici, là, à moins d'habiter au Mont-Saint-Anne ou à Tremblant, ou on le fait dans les Adirondacks. Mais on fait qu'est-ce qu'on peut. Il y a du monde qui habite, Casey Lichtig, qui a gagné la Western States, elle habite dans une place qui a 0 côte. Là, c'est ça. C'est un plat, tu sais. Fait que... Toi, puis en regardant ton parcours aussi, force est d'admettre que même si tu es dans une place un peu plus plane, tu as performé bien puis tu as complété des ultras qui sont hyper montagneux. Puis, Les Adirondacks, c'est vraiment un beau terrain. Juste si vous ne connaissez pas, là, c'est... On parle souvent des Whites, je pense. Moi, je suis de Québec. Fait que, vous autres, les Whites. Ouais. Puis je te dirais, si c'était plus proche, les Whites, c'est plus intéressant, mettons, pour courir en Europe parce que tu es un petit peu plus haut, tu as un petit peu plus le feeling de haute montagne. Les Adirondacks, c'est quand même assez technique là, en termes de roches, racines et tout ça. Ouais, très québécois comme trail versus les Whites, tu peux faire du gros dénivelé, mais assez rapidement, tu tombes au-dessus des lignes de. Si tu vas faire la Presidential Traverse ou la Pemi Loop, il y a quand même des bouts qu'il n'y a pas. C'est juste de la roche, tu es au-dessus de la ligne des arbres. Tu as un petit peu moins ça dans les Adir. Ouais. Ça reste des bons terrains de jeu qui, quand on est en mode COVID, on peut traverser la frontière et aller s'amuser là-bas. Ouais. C'est peut-être l'affaire qui me manque le plus que de la COVID. Là, du fait qu'on ne peut pas traverser la frontière, c'est d'aller à Lac-Placide et aller courir dans les trails. Là. Avant de terminer, avant de passer à mes questions éclairs, ton année 2021 ressemble à quoi si tout se passe comme prévu? Ouais, ben là, je suis inscrit à une course au Wyoming en montagne là-bas, qui est une course qualificative pour la Hard Rock. Parce que la Hard Rock, l'autre chose, c'est qu'il faut que. C'est pas pour participer à la pige, c'est comme Western States, il faut quand même que tu fasses une course qualificative. Là. Fait que je suis inscrit là fin juin, mais. C'est quoi la course? Ça s'appelle Big Horn. Big Horn 100. Ça a l'air d'une super belle place, une petite course un peu low-key, mais sur la liste, la liste des courses qualificatives pour Hard Rock n'est pas tellement longue. Là. Je pense que c'est des courses assez brutales aussi. C'est des courses avec beaucoup de dénivelé. Parker me disait que même lui, son Bigfoot 200, il n'était même pas qualificatif pour Hard Rock. Hein. Ouais, mais c'est parce que les courses de Candice, là, les 200 000, ils sont trop jeunes encore. Elle applique pour avoir le statut de course qualificative. Là. Ça va sûrement venir un moment donné. Ben oui. C'était la même affaire avec Moab.
Fait que je me suis inscrit à ça, puis là, l'année passée, j'étais supposé faire des backyards. J'ai fait des backyards virtuels, là, mais j'étais comme pas mal focusé sur faire des backyards. Puis j'étais inscrit à une au Wisconsin qui a été repoussée, annulée. Mon inscription était transférée à cette année, puis ils viennent de l'annuler. Là. C'était au mois d'avril. Déjà. C'était déjà annulé. Fait que on verra. Là. Il y a la Big Wolf à Rivière-du-Loup, là, que c'était mon horaire aussi l'année passée. Puis j'ai aussi des projets plus personnels là, qui ne sont pas des courses là, organisées, mais Yvan Lheureux, un de mes amis que tu connais, là, que j'ai connu au tard aussi. Là. On a un projet de faire un truc en duo, en courant puis en vélo. Là. OK. Fait que ça aussi, c'est le fun aussi de faire des comme dans les Adirondacks, on a moi puis Ben puis Eric, on a déjà parlé d'aller faire. Dans les Adirondacks, il y a 46 sommets de plus de 5000 pieds. On veut tous les faire d'une shot. T'sais. Ah, wow. Ça se fait, mais ça prend 3-4 jours. Là. La logistique. Puis, c'est ça. À la course, il y a une portion vélo là-dedans aussi? En fait, il y a un FKT unsupported que tu peux faire. Tu pourrais, à la limite, te déplacer parce qu'il y a comme des massifs de montagne avec plein de sommets, mais il faut que 20 km, un autre massif, fait que tu le fais-tu par tes propres moyens ou ton ami t'amène en auto. Là. Si tu le fais unsupported, tu peux le courir ou je pense le faire en vélo. Là. Ouais. Mais on aimerait ça faire quelque chose de même. Là. OK. Ouais. Ça aussi, c'est quand même cool. Là, ce que Mathieu Blanchard a fait, là, comme ça, je trouve ça très cool. Là. Ça, c'est une affaire que j'aurais le goût de faire aussi, là, faire l'Appalachian Trail, là, la partie canadienne. Oui, puis je pense que la pandémie a amené ça aussi. Vu qu'il y avait un petit accalmie de la COVID ou de la propagation du virus, ben, cet été, c'était pas risqué d'aller se lancer dans des aventures puis d'aller dans d'autres régions. Puis il y a beaucoup de monde qui ont essayé des FKT ou juste des aventures en solo. J'ai reçu Philippe Deshôtels qui a fait plein de FKT, mais pour le trip des enregistrés sur le site de FKT, puis d'encourager le monde à faire « Hey, il a fait la boucle du diable, je vais aller essayer de la faire moi aussi. » Puis juste d'aller se lancer dans ces aventures-là en autonomie. Puis il y a un trip qui est le fun là-dedans aussi. C'est ça, tu n'es pas obligé de t'inscrire à un événement. Tu peux créer ton propre événement, ou tu peux le faire avec des amis plus petits, là, mais tu trouves un challenge qui t'intéresse. Le défi Everest, c'est un peu ça aussi. Là, on a plein de monde qui le font. On n'habite pas tous dans la même région, mais on court après tout le même but. Là, puis c'est motivant, c'est le fun. Ouais, c'est le fun de voir ce qu'Yvan Lheureux fait. Je pense qu'il fait du bien dans une année comme ça. Dans une année, c'est rendu 2 ans, mais dans une période comme ça, avec ces défis qui sortent un peu de l'ordinaire puis qui changent des courses, mais de se lancer comme ça. Il est super, ce gars-là. Ouais. Tu devrais l'inviter. Je voudrais pas brûler mes punchs, mais il est à l'horaire. J'aurais bien aimé ça me lancer dans le défi Everest, mais là, je décide d'être intelligent. Je m'étais blessé avant. J'étais blessé à l'automne. Quand je pensais être correct, je me suis lancé dans un plan de marde avec David Bombardier. Que j'ai le spécialiste des plans de marde. Et voilà, je me suis entouré du spécialiste. On a fait quelque chose dans le cadre du 24 heures talent. Je me suis reblessé. Fait que là, j'ai même dit à ma blonde, j'ai dit, si je te parle d'un défi dans lequel je me lance d'ici juin, dis-moi que je suis cave. Dis-moi que j'ai pas le droit de le faire parce que je m'embarque. Là, ça va bien. Là. J'ai quand de courir des 20 kilos sans problème. Je le sais que dans ma tête, dans un mois, je vais me dire, je pourrais essayer ça. Non, je vais me rendre. J'ai le QNT en juin. Ça va être ça mon prochain défi. Puis, il faut que je sois intelligent. Mais quand j'ai vu ça, le défi Everest, j'ai failli briser mon pacte avec moi-même puis me lancer. Mais là, j'ai fait non, il faut que je sois intelligent. Je vais faire ma part pour le défi Everest. Puis, je vais recevoir Yvan Lheureux dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas la force des ultra-trailers que d'être intelligent souvent. Ah, c'est ça. On apprend. Et moi, pour finir, Richard, j'ai tout le temps mes questions éclair NAC. Je t'explique le concept. Ouais, j'ai vu un classement de ça cette semaine. Il y a même un classement. Après 20 épisodes, je me suis dit, je vais faire un classement pour voir c'est qui les FKT. On parlait de David. Il y a toujours aujourd'hui le c'est lui qui trône au sommet chez les gars. Mais les filles torchent les gars solides. La semaine passée, le FKT, c'était Anne Champagne, puis Isabelle Morin est venue chercher le FKT en 22 secondes. Fait en ce moment, le top 5 au scratch, c'est 5 filles. C'est 5 filles. Richard, tu as beaucoup de pression sur toi parce qu'il faut prendre le flambeau parce que là, David, avec 26 secondes, il n'est même pas dans le top 5 overall, mais c'est notre gars le plus rapide. On va y donner. Il est devant une trolley de coureurs élite très rapide. C'est le moment, le FKT, parce que n'importe quel coureur, peu importe sa vitesse, peut se confronter aux élites puis les battre parce qu'en ce moment, je veux dire, Elliott Cardin, Mathieu Blanchard ne sont pas dans le top 5. Là. Fait que 10 questions A ou B, très rapide. Tu me dis quand tu es prêt, puis je pars le chrono. Go! Route ou trail? Trail. 100 miles ou 200 miles? 200 miles. Voyager pour courir ou voyager pour relaxer? Pour courir. Tort des géants ou Moab? Tort des géants. Question NAC, saveur banane chocolat ou amande chocolat? Banane chocolat. IPA ou stout?
IPA. Sentier roulant ou technique? Technique. Nachos ou brownies? Nachos. Chamonix ou Squaw Valley? Squaw Valley. S'entraîner seul ou en groupe? En groupe. 25 secondes. On a un nouveau FKT, mesdames, messieurs. Nouveau OK, mais là, FKT masculin. Ouais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu ne peux pas comparer ça. Non, mais c'est tout le temps des réponses assez rapides. Il faut se rendre au bout des 10. Mais OK. 25 secondes, c'est toi notre nouveau gars qui trône au sommet des FKT. Hey boy, il est encore loin de Isabelle et Anne et les autres, mais tu dans ma petite tribu de gars, c'est chez moi qui trône. Peut-être que les questions éclairs, c'est comme les 200 miles, c'est les femmes qui torchent. Écoute, la question quand même, seul ou en groupe, ça, c'est celle qui m'a fait hésiter. J'étais un gars de gang, là, mais je sais pas. J'ai dit groupe, là, mais c'est cool d'être seul des fois. Des fois, je pense que c'est le mix des deux. Moi, j'étais très solitaire comme coureur, puis il y a plein de clubs de course, puis moi, je suis pas sur ce travail pour plein de raisons qui c'est dans ma tête entre moi et moi, puis je cours avec 2-3 amis proches, puis là, plus ça va, plus, je veux dire, j'ai couru avec Steven Brooks, toute la Ricano au complet, puis il me parlait du Gringo Running Club à Québec, puis plein de monde bien trippant là-dedans, puis c'est sûr que je vais aller faire des sorties avec les autres, mais on dirait que plus ça va, j'étais un loup solitaire, puis peut-être un peu asocial, je sais pas. Je suis bien sociable dans la vie, mais peut-être qu'en course, j'ai besoin d'être tout seul dans ma tête. Et là, plus ça va, plus les entraînements le réseau, c'est élargi. Ben, c'est ça. Toi, tu fais un peu des deux? Ben, tu sais, ici, il y en a des groupes de course, là, mais je ne suis pas membre d'aucun groupe. Là. Je ne m'entraîne pas 2 fois par semaine. Moi, je ne suis pas bon pour dire le mardi soir à 5 h, on se rejoint à telle place. Mais en même temps, je cours rarement seul parce que j'ai plein d'amis autour. Puis, hey, à soir, je pars de mon bureau. Hey, Fred, 6 h, ça te tente, on se rejoint à telle place. Puis, fait que je suis pas souvent, je ne suis pas souvent tout seul. Mais je ne suis pas dans un pattern, là, disons, de groupe. Tu n'aimes pas t'obliger à avoir une sortie le mercredi à 7 h avec ta non, je ne suis pas très bon avec ce genre de format-là. Un peu plus freestyle dans l'entraînement. Ouais, ça prend de la flexibilité. Là, il faut juste rentrer avant 8 h. Hein. C'est ça qui est le défi. Moi, je suis souvent dehors entre 8 et 9. C'est le fun le soir aussi à Frontal. Ouais. Mais là, Yvan, il est parti de quoi de le fun avec sa le B7, bonhomme 7 h. On sort à 7 h avec nos frontales, puis on va aller prendre. C'est le fun, je peux m'embarquer dans un défi d'Yvan sans risquer de me blesser en faisant des plus. On va mettre ma frontale, puis on va aller s'amuser. Yvan, c'est un gars d'idées ici. Il y a des idées de même à tous les jours, il y en a des centaines. C'est cool. Fait qu'on va mettre nos frontales puis on va aller faire le défi B7 de Yvan. Merci beaucoup, Richard. C'était vraiment intéressant de jaser toutes ces courses-là. Moi, je te l'ai dit, quand j'ai vu la liste de courses que tu as faites, je me suis dit, on va juste jaser de trail, de courses mythiques. Puis c'était vraiment intéressant. Puis je pense que c'était super de rencontrer Yannick. Merci pour l'opportunité. C'est tout le temps le fun de jaser de trail. Ben oui, exact. On dirait qu'on a moins l'occasion ces temps-ci parce qu'il faut être tout seul dans nos bulles familiales. Mais tout à fait. Quand on peut le faire via un balado ou via d'autres choses, puis de prendre une bière puis de jaser de trail, c'est toujours le fun. Ouais. Longue vie à ton balado. Merci, c'est gentil. C'est bien gentil. J'ai bien du fun avec ça. Puis quand la saison aura repris, quand on aura des courses au calendrier, quand tu reviendras du Wyoming, on va sûrement se voir un moment donné pour de vrai. Là, exact. Puis ça sera toujours un plaisir. La porte de Pas sorti du bois sera toujours ouverte pour toi quand on aura. Prendra une autre bière. Exact, en vrai, qu'on aura le droit au moins de se faire un cheers en vrai. Merci, Richard. Puis j'en profite pour remercier David Hébert qui signe le design graphique, Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis il y a tout le monde qui nous écoute, semaine après semaine, je vois les chiffres monter, les gens sont au rendez-vous. Puis les gens surtout m'écrivent, partagent les épisodes, m'écrivent du feedback, me donnent des suggestions, qui je devrais recevoir, quel sujet je devrais aborder. Toujours trippant, puis ça fait chaud au cœur de lire le monde, puis de voir qu'on répond à un besoin. On fait ça pour ça au final. Hein? Moi, je le fais pour mon plaisir personnel de jaser de trail avec des gens, mais le but de le faire en balado, c'est de partager ces belles discussions-là, d'inspirer les gens. Puis quand le monde me tague puis dit « Hey, j'ai écouté ton balado avec un tel pendant ma course, ça m'a craqué à faire 2 km de plus », ben l'objectif est réussi. Un gros merci, Richard. Très cool. C'est bon, au plaisir de te croiser pour de vrai. Certain. Fait que merci. Bonne saison, là, bon training. Ben oui, de toi aussi. Bonne saison 2021. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.